Monsieur, bon après-midi. Excusez-moi, je m'éclaircis un peu la voix. Eh bien, ravi de vous retrouver ici au Parlement de Wallonie pour vivre ensemble une nouvelle séance plénière de ce Parlement et la partie qui est consacrée plus particulièrement aux questions urgentes et aux questions d'actualité. Voilà, vous en avez pris l'habitude sur vos télévisions locales de ce rendez-vous du mercredi après-midi ici depuis Namur. Voilà, vous découvrez à l'image le ministre-président Paul Magnette qui sera très certainement interpellé aujourd'hui sur l'un ou l'autre dossier qui est présent ici en discussion avec une députée. Voilà, et aujourd'hui, la séance plénière, eh bien, elle avait examiné pas mal de dossiers importants. Il a été notamment question d'une motion déposée à propos de la qualité de l'air en Wallonie. Une proposition de résolution, pas une motion, une proposition de résolution visant à développer une politique ambitieuse en matière de qualité de l'air en Wallonie. L'occasion d'un long exposé du ministre en charge de l'environnement, Carlo Di Antonio, sur les mesures préconisées, les recommandations préconisées par l'Organisation mondiale de la santé. Il sera également question après-midi d'un projet de décret portant assentiment à l'accord de coopération entre l'État fédéral, la région Bruxelles-Capitale et la région wallonne, relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux. Voilà un autre dossier important. Il sera question aussi dans cette séance plénière d'un projet de décret qui modifie le code wallon du logement et de l'habitat durable. Le logement, c'est une compétence importante du gouvernement wallon, de la Wallonie en général d'ailleurs, alors que l'on voit le ministre Jean-Claude Marcourt, le ministre Collin également, qui est en conversation ici. Et chacun regagne tout doucement ses bancs avec une ambiance relativement détendue. Je ne sais pas si vous entendez les éclats de rire qui résonnent ici. Donc je vous disais, un projet de décret modifiant le code wallon du logement, alors qu'on aperçoit ici deux figures importantes de l'opposition MR, le chef de groupe Pierre-Yves Jolet et Jean-Luc Cruc, qui interviendra aussi dans cette séance de questions d'actualité. Alors je vous le disais, donc le décret modifiant le code wallon du logement sera présenté par le ministre Pierre-Yves Dermagne et c'est un vaste projet, mais aujourd'hui on examine des modifications en matière de relogement, une simplification du régime des aides aux personnes physiques et morales, des modifications pour ce qui concerne la lutte contre l'inoccupation des immeubles, une modification également des missions de la Société wallonne du logement, une modification des missions des sociétés de logement de services publics qui sont gérés justement par cette Société wallonne du logement. Et on revoit également le rôle de tutelle que la Société wallonne du logement exerce sur ces différentes sociétés de logement public. Enfin, il y aura une proposition de décret qui sera également examinée et qui vise à modifier le code de la démocratie locale et de la décentralisation pour ce qui concerne l'organisation des élections communales. Effectivement, ce projet prévoit l'organisation d'une élection complémentaire en vue de compléter éventuellement les rangs du conseil communal lorsqu'en fonction de certaines circonstances, il n'y a plus aucun suppléant permettant de compléter la composition du dit conseil. Et on pourrait baptiser cette proposition de décret le décret Vresse sur ce mois, puisque c'est dans cette petite commune du sud namurois qu'effectivement il n'y avait plus en suffisance d'élus pour pouvoir suppléer à un certain nombre de départs. Et dans cette commune, eh bien, on réorganisera donc des élections communales. Mais il fallait pour cela, bien sûr, s'appuyer sur un texte, sur un décret. Et c'est ce décret qui sera discuté et voté en fin de séance aujourd'hui. Alors, le président est à son poste. Les rangs ne sont pas encore tellement fournis. Je pense qu'il y en a qui profitent un petit peu, comme on le voit sur l'image, du temps de midi, qui le prolongent un peu. On va battre le rappel ici pour entamer donc cette séance de questions d'actualité.
Il sera notamment question de l'avenir de l'entreprise papetière Idem Papers, une entreprise qui est en grande difficulté puisque la faillite a été prononcée de cette entreprise papetière du Brabant wallon. Et aujourd'hui même, eh bien, plusieurs centaines de travailleurs de cette entreprise étaient présents ici à Namur pour interpeller le ministre Marco. Mais voilà, je cède sans plus attendre la parole au président de séance. Après les travaux du matin, et conformément à l'article 69 du règlement, les déclarations d'intérêt régional ont lieu en ce début de séance. L'ordre du jour, chers collègues, et je vous demande un tout petit peu de silence, appelle la déclaration d'intérêt régional de Madame Mathilde Van Dorp, attendue au Lutrin pour nous communiquer sa déclaration d'intérêt régional au nom du groupe CDH. Voilà, donc déclaration d'intérêt régional. Eh bien, c'est l'occasion pour l'un ou l'autre député de prendre la parole pour évoquer un sujet qui lui tient à cœur. Et il n'y a pas de réplique ici. Donc, on va écouter Madame Van Dorp. Les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses. Beaucoup d'entre elles se retrouvent dans des situations d'isolement familial et social. Certaines initiatives commencent à voir le jour, notamment via des plateformes d'échange de services sur Internet. Je veux bien conduire ton enfant à l'école puisque j'ai une voiture, mais est-ce que tu sais garder mon enfant le soir lorsque je suis en réunion? Donc ça commence à prendre forme. À Bruxelles, le gouvernement a décidé de soutenir financièrement la mise en place de ce type de plateforme. J'ai donc déposé avec le groupe CDH une proposition de résolution visant à soutenir également ce genre d'initiative et à promouvoir et regrouper aussi ces différentes plateformes existantes. L'objectif premier étant de faciliter la vie de toutes les familles au quotidien. Merci. Voilà, donc pour cette proposition de motion l'ordre du jour reviendra, qui a été déposée par la députée. Alors on poursuit maintenant avec les questions urgentes. Et là, donc, en principe, je vous rappelle le fonctionnement, mais non, c'est pas tout de suite, excusez-moi. Monsieur le Président, chers collègues, la Wallonie est riche en matière de monuments historiques qui sont pour la plupart classés au patrimoine exceptionnel, ceci afin de les sauvegarder et de les préserver. Ces traces du passé de la vie, ces traces en tout cas témoignent de la vie des hommes et des femmes qui les ont bâtis, qui y ont travaillé, et cela témoigne aussi de notre passé socio-économique. Alors, je voudrais faire le parallèle avec un monument historique bien connu, le bois du Casier, qui est devenu une référence à la matière, et je voudrais ici citer le combat de certains citoyens pour la préservation du haut fourneau de Charleroi. Alors, s'il faut préserver un haut fourneau, je pense que c'est une réelle opportunité pour notre région. J'en veux pour preuve la réussite, de belles réussites en tout cas, dans cette matière, telle que en France, au Luxembourg et en Allemagne. Alors, il y a aussi une partie de cette attractivité qui est généralement mise à l'écart. C'est une attractivité touristique importante. Et il me semble aujourd'hui que préserver en tout cas un monument historique est important. Alors, je plaide ici auprès du gouvernement wallon pour qu'il puisse impulser une véritable politique en matière de patrimoine, de sauvegarde du patrimoine historique. Et je plaide donc devant le ministre qui m'écoute de manière très attentive, comme il l'a fait en commission il y a quelques semaines d'ici. Et donc je plaide encore une fois, Monsieur le ministre, pour que notre gouvernement puisse avoir une réelle politique, impulser en tout cas une réelle politique en matière de sauvegarde de notre patrimoine culturel et industriel. Je vous remercie. Merci, Madame. Voilà, donc pour cette intervention, et le ministre, il est debout, hein, voilà, dans les travaux, c'est Maxime Prévost en charge du patrimoine avec un plaidoyer pour sauver le patrimoine de la Wallonie, patrimoine industriel. Et on poursuit maintenant avec une autre déclaration. C'est Olga Zrien qui va rejoindre
la tribune pour cette Merci, déclaration. Monsieur le Président. Donc effectivement, un parcours du combattant pour rappeler l'engagement qui a été pris ici au Parlement wallon pour la défense du climat et de l'environnement. Ça pourrait paraître paradoxal que je me préoccupe de ce point, mais il se fait qu'il y a eu un G7 au cours duquel le président des États-Unis n'a même pas daigné donner sa réponse quant aux accords climatiques. Un accord climatique universel, novembre 2015, je pense à un grand moment pour l'humanité et en tous les cas une volonté clairement affirmée au niveau du Parlement wallon. Et donc si je me permets d'en parler ici aujourd'hui, c'est parce qu'il me paraît important que la Wallonie montre clairement son engagement au moment où le lobby américain, que dans d'autres assemblées internationales, est en train de s'engager résolument pour nier, encore une fois, tous les problèmes climatiques et faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus dans les instances internationales, considérant que ce ne sont pas véritablement des problématiques majeures. Il se fait que la Finlande semblerait être aussi intéressée par ce type d'attitude, donc je voudrais simplement demander à la Wallonie d'être vigilante et en tous les cas d'affirmer son engagement à la matière. Merci. Voilà, plaidoyer donc ici pour la cause climatique. Nous avons maintenant aussi deux déclarations d'intérêt régional. Une compétence de la Wallonie. Voilà, on poursuit maintenant avec la déclaration suivante et on va retrouver le chef de groupe MR, Pierre-Yves Jolet. Un inutile aller-retour. Merci, Monsieur le Président. Journée mondiale sans tabac. Quand on sait les ravages du tabac dans la population, notamment aussi chez les plus jeunes, c'est toujours sidérant de voir le nombre de jeunes hommes, de jeunes femmes qui fument aujourd'hui. Le problème des assuétudes, que ce soit le tabac, mais d'autres assuétudes aussi, comme l'alcool, comme la drogue. Et c'est un constat que l'on fait aujourd'hui. Donc ma déclaration, c'est de m'adresser à l'ensemble des parlementaires que nous sommes, à l'ensemble des membres du gouvernement, que nous soyons vigilants, que nous soyons positifs, constructifs, mais que nous fassions toutes les propositions pour la prévention, pour la sensibilisation contre les assuétudes et notamment contre le tabac quand on voit tous les problèmes que ça engendre, tous les problèmes de santé, mais aussi les morts malheureusement que ça entraîne. Donc je pense qu'il doit y avoir une mobilisation très forte et au niveau régional wallon, tout ce que l'on pourra faire pour lutter contre la consommation du tabac sera évidemment positif. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jolet. Voilà un rappel important de cette journée mondiale de lutte contre le tabagisme. M. Pierre-Yves Jolet va faire une deuxième déclaration. On l'écoute. Ah oui, c'est des moments. Non, mais je crois que ça fait du bien au moral. Oh, je crois que le ministre-président applaudit aussi. Non, mais c'est pour ça qu'il faut... Il n'a pas applaudi. Ah oui, d'accord, merci. Oui. Merci. Mais... Voilà, je ne suis pas sûr que je serai applaudi pour la deuxième déclaration. Ça, c'est à vous de voir, monsieur Ça, c'est à vous de voir. Bon, enfin, on peut toujours... Qui est tout doux, monsieur Jolet. On peut toujours essayer. Mais peut-être que vous ne m'applaudirez pas, monsieur le Président. Bref, on parle beaucoup de la bulle des photovoltaïques. On parle beaucoup de solutions. J'ai entendu le ministre Lacroix qui venait avec des solutions. Je vois le CDH qui vient aussi avec des solutions pour taxer en fait les propriétaires de panneaux photovoltaïques. Je pense que c'est un problème très complexe. Non seulement la bulle photovoltaïque, mais aussi les certificats verts, les dysfonctionnements que l'on a pu rencontrer depuis 2003 dans un secteur énergétique. Et je pense qu'on doit encourager les énergies renouvelables, mais c'est vrai qu'il y a une problématique certificats verts à travers évidemment les photovoltaïques, mais peut-être demain à travers la biomasse, à travers le secteur éolien. Et donc nous avons déposé au niveau du groupe MR une proposition pour constituer une commission spéciale pour analyser tous les dysfonctionnements concernant les certificats verts depuis 2003. Et donc nous allons mettre à l'agenda cette proposition que nous avons déposée. Je vous remercie déjà pour tous les applaudissements sur tous les bancs.
Voilà. Et cette proposition n'est applaudie en fait que du côté du MR, donc proposition de constitution d'une commission spéciale pour étudier la thématique de la bulle provoquée par le photovoltaïque et le système des certificats verts. Voilà, une épée de Damoclès qui pèse aussi sur la Wallonie. Voilà, on va démarrer, poursuivre avec les questions urgentes. Questions urgentes dont le ministre ne connaît pas le thème. C'est Jean-Luc Cruc qui va adresser cette première question au ministre-président Paul Magnette. Vous connaissez la règle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre-président, c'est un sujet sur lequel je reviens assez régulièrement et je dois reconnaître avec Écolo qui était à la base d'ailleurs de cette thématique, la révision des circonscriptions électorales. Un arrêt de la Cour constitutionnelle que vous connaissez, un accord qui existe entre les présidents de partis, c'était souvent votre réponse en disant bon, c'est pas dans le programme du gouvernement, mais j'attends un accord. Il y a un accord, c'est clair, entre les présidents de partis. Et aujourd'hui, on a une confirmation aussi, c'est que il faut que le travail se fasse ici en Wallonie, et puis il faudra que le fédéral fasse son travail aussi. Je peux vous rassurer sur le plan fédéral. Par contre, je m'inquiète que le projet de décret ne soit pas encore sur nos bancs. Et vous savez qu'il nous reste un an. Vous allez me dire c'est long dans le temps, un an, c'est rien dans la vie, un an, et sur le plan parlementaire, c'est très rapide, un an. Donc moi je vous demande, simplement parce que c'est un droit d'existence de ce Parlement, c'est la validité du Parlement wallon. Si on ne réforme pas notre circonscription, si on ne fait pas en sorte de répondre à la Cour constitutionnelle, peut-être que demain, on aura un problème de reconnaissance. Reconnaissance par rapport à une élection qui est pour moi essentielle, pour vous je le sais aussi, celle qu'on aime la Wallonie. Je vous demande, Monsieur le Vice-président, de confirmer que très rapidement, vous viendrez avec un décret sur ces bancs. Voilà, question importante qui va impacter alors, selon le principe les prochaines élections. C'est la révision des circonscriptions électorales. Certaines ont été jugées trop petites. Elles n'envoyaient que 2 parlementaires. Donc elles ont été jugées trop petites. Elles vont devoir être revues, notamment dans le réponse sera aussi, Monsieur Cruc, oui. Ah bon, voilà, donc une réponse très simple. Monsieur Cruc, vous l'avez. Très simple à cette question. Entendre le ministre-président être aussi court. Je ne vais donc pas être plus long et je le remercie pour ce oui. Ceci dit, pour les plus anciens, ils se rappelleront d'une question de Willy Tamigno à Michel Dardenne, qui avait été aussi courte dans la réponse. Mais ça, c'est pour les plus anciens de cette Assemblée. Mais elle ne se concluait pas de la même manière, je vous l'accorde. Nous pouvons alors passer à la question voilà, donc c'est clair. La réponse est oui. Les circonscriptions électorales seront revues dans les délais, donc avant les prochaines élections prévues en 2019. On poursuit avec une question de Olga Zrien au nom du Parti socialiste et c'est une question qui sera adressée au ministre Jean-Claude Marcourt. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, donc ça fait maintenant 2 ans que les travailleurs de Lontin attendent les indemnités du plan social, donc depuis 2015. Si l'argent de la vente des terrains de la Louvière est bien arrivé et si, en ce qui concerne le volet bancaire, l'argent est également là, il n'empêche qu'il n'est toujours pas dans les poches de ces travailleurs. Nous avons pu constater effectivement que la SOGEPA s'était retirée et également que le curateur, malheureusement, pour des raisons personnelles, ne peut pas assurer l'ensemble des obligations qui lui incombent. Quoi qu'il en soit, il est quand même important que 2 ans plus tard, ces travailleurs aient enfin satisfaction. Monsieur le ministre, sachant bien que la région wallonne n'est plus directement impliquée, est-ce qu'il serait possible d'imaginer une manière de faire en sorte que les obligations qui ont été engagées soit vraiment réalisé, en tous les cas pour les travailleurs. Je crois que l'attente est largement suffisante. Merci. La question qui concerne donc les dominoires de Lontin, l'entreprise qui a fermé ses portes définitivement. Et un certain nombre de promesses avaient été faites aux travailleurs qui sont toujours en attente des indemnisations. Et elle sera complétée, cette question, par le député François Desquesnes. La parole, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre de l'économie, il est vrai que la SOGEPA n'est plus actionnaire de la SA Vieux Walef qui s'était engagée vis-à-vis des travailleurs à compenser et à alimenter la caisse de nature à
payer les indemnités de rupture de contrat de travail avec les travailleurs de Lontin. Mais l'accord avait été pris lorsque la SOGEPA était dans cette société. Et donc, au moment de la cession du retrait de l'actionnariat de la SOGEPA de la SA Vieux Walef, ma question est: qu'a-t-on prévu, qu'a-t-on mis comme garantie pour qu'effectivement la somme soit dûment versée à l'attention de la curatelle et que la curatelle puisse effectivement assumer les obligations et l'engagement moral qui avait été pris à l'attention des travailleurs de Lontin? Je vous remercie. Voilà, les travailleurs qui seront bien évidemment attentifs à la réponse apportée à cette question par Jean-Claude Marcourt, et notamment bien la SOGEPA, qui est l'outil, un des outils financiers de la région wallonne, était au capital de cette entreprise, donc les laminoirs de Lontin, qui a cessé ses activités. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je pense que nous sommes tous évidemment conscients que les travailleurs de la société en faillite Lontin attendent depuis bien trop longtemps les montants qui leur sont dus. Madame Zrien a indiqué très justement que le curateur, pour des raisons qui lui sont personnelles, n'a pu faire face aux obligations de sa mission. C'est au rôle du tribunal de commerce, évidemment, d'avoir la surveillance. Ce n'est pas à la région, puisque c'est une matière fédérale, le paiement des travailleurs est une législation fédérale, je vous le rappelle. La région a exécuté toutes ses obligations, je tiens à le dire à M. Decken. Nous avons fait tout ce qui était de notre responsabilité. Aujourd'hui, depuis la faillite, c'est de la responsabilité du curateur et du tribunal de commerce d'assurer. Le fonds de fermeture est intervenu, et donc on ne peut pas lui faire grief non plus. Mais il y a eu un problème avec le curateur. J'espère que le tribunal de commerce, avec un nouveau mandataire de justice, pourra accélérer les choses. Nous sommes intervenus auprès du tribunal de commerce pour faire en sorte qu'on répare cette situation qui est préjudiciable aux personnes. Mais je tiens à affirmer de manière la plus claire, ce n'est pas de la responsabilité de la région, ni des outils de la région. Nous avons fait tout ce qui était en notre responsabilité et il appartient aujourd'hui au tribunal de commerce d'assurer la bonne gestion, comme pour tous les dossiers de faillite qui sont parfois complexes, mais que nos concitoyens ne soient pas préjudiciés par le retard, et ça c'est un élément sur lequel nous resterons attentifs. Merci. Je reviens vers vous, Madame Zrien. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'intérêt, c'est évidemment que chacun doit assumer les obligations qui lui incombent. Et dans ce cas-ci, la position de la région wallonne est très claire. Donc, il s'agit que le tribunal du travail et la curatelle qui a cette obligation de réaliser cette injonction se mettent vraiment au travail. 2 ans, c'est quand même énorme pour les travailleurs qui se retrouvent en grande difficulté financière et en grande précarité pour certains. Merci. Merci, Monsieur Decken. Je partage l'opinion de Monsieur le Ministre quand il dit que la responsabilité juridique, effectivement, est aujourd'hui dans le chef de la curatelle et du tribunal de commerce. Il n'empêche, et je me réjouis d'ailleurs que Monsieur le Ministre, dans sa réponse, l'ait précisé, il est intervenu auprès du tribunal de commerce. La région était au départ, via la SOGEPA, partie à l'accord global vis-à-vis des travailleurs. Et donc je pense que c'est important, et je remercie Monsieur le Ministre, que le poids de la région soit quand même mis dans l'opération, parce qu'on a eu des engagements au moins moraux vis-à-vis d'une solution globale pour ce dossier, et il s'agit effectivement maintenant de pouvoir peser pour que, effectivement, chacun des acteurs, et ce n'est pas la région, mais chacun des acteurs, effectivement, mette en œuvre les engagements juridiques qui lui incombent. Merci. Nous passons à la question de Mme Trotta. Cet échange, on renvoie les choses vers le tribunal de commerce dans cette faillite avec des travailleurs qui sont toujours en attente de leurs indemnités. Alors on poursuit maintenant avec une intervention de Graziana Trotta au nom du Parti socialiste. Elle va s'adresser au ministre de la Santé, Maxime Prévost.
Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le baromètre européen, donc, qui étudie l'impact de l'habitat sur la santé des Européens, fait un constat qui doit toutes et tous nous interpeller. Donc il y a un Belge sur 8 qui habiterait, qui vivrait dans une maison malsaine. Et ce sont 2,2 millions, donc 2,2 millions d'Européens qui auraient des problèmes d'asthme à cause de l'état de leur habitation, et les causes sont vraiment nombreuses. Ça va de l'humidité aux moisissures, le chauffage qui est inadapté, des produits chimiques, etc. Et donc ma question est très simple, Monsieur le Ministre. Quelles mesures prend la Wallonie en termes de prévention santé par rapport à cet enjeu et vis-à-vis de l'asthme? Voilà, je vous remercie. Question de santé publique, question aussi sur la qualité de l'habitat. Le ministre en charge de la santé. On a pu aussi entendre le ministre en charge du logement, mais la question porte plus sur les aspects de santé. C'est Maxime Prévost qui va répondre. Merci Monsieur le Président, merci Madame la députée. Votre question qui est à l'interconnexion de beaucoup de compétences, celle du logement bien entendu de mon collègue Pierre-Yves Dermagne, mais celle aussi de mon collègue Carlo Di Antonio, puisqu'en vertu de l'arrêté de répartition des compétences, c'est lui qui est en charge des questions de santé, environnement. Toujours est-il que je vais m'efforcer d'apporter quelques éléments de réponse à votre question que je n'avais évidemment guère préparée. Vous savez qu'il existe des dispositifs qui sont notamment soutenus sur le territoire wallon à l'initiative des provinces et qui visent à pouvoir avoir un service ambulatoire destiné à identifier dans les habitations les problématiques qui sont liées à l'environnement et singulièrement les moisissures, les questions d'humidité qui sont la cause de beaucoup de difficultés, notamment respiratoires, pour un grand nombre de personnes et singulièrement les enfants. On constate d'ailleurs très régulièrement qu'une des motivations pour lesquelles les personnes les plus précarisées sont régulièrement demandeuses de changer de logement tient à ces problématiques liées aux bronches, aux problèmes respiratoires et à la mauvaise isolation des logements et des problèmes d'humidité qui en découlent. Vous le savez qu'avec l'ambition développée par le gouvernement de pouvoir rénover le parc de logements publics, on va contribuer à assainir ces situations les plus problématiques. Le ministre Di Antonio lui-même est sensible, avec les budgets qui lui sont dévolus, à ces questions de santé environnementale. Et moi-même, au travers des réponses apportées en commission, vous avez pu constater que c'est un sujet qui me préoccupe également. Je vous remercie. Merci. Temps de parole tout à fait respecté. Madame Cotta pour une courte réaction. Eh bien, je remercie le ministre. Évidemment, j'ai beaucoup hésité par rapport au choix du ministre, mais c'est vous que j'ai choisi. Je vous ai choisi, Monsieur le ministre, et je suis évidemment consciente que cet enjeu est transversal et qu'il implique évidemment la lutte contre la pauvreté, le logement, que ce soit le plan de désamiantage. Ça englobe un tas de mesures. Et je sais aussi que votre collègue Di Antonio prépare déjà depuis plusieurs mois un projet de décret qui est relatif à la qualité de l'air intérieur. Et donc, j'espère vraiment qu'un projet transversal et très large aboutira évidemment très prochainement. Voilà, je vous remercie. Voilà, une question qui permet aussi de rappeler le rôle rempli à ce sujet par les provinces qui disposent de services qui peuvent, à la demande, venir faire des mesures dans les habitations par rapport à l'existence de ces pollutions. Alors, c'est le député indépendant Pierre Puget qui demande la parole. Et je n'ai pas eu d'informations, donc j'ai déposé ça vers 8h30 ce matin. Aucune information si cette question de la plus haute importance a été prise en compte par votre personne ou simplement rejetée, et pour quel motif? Voilà, merci Monsieur le Président. Alors Monsieur Puget, vous me voyez confus parce que nos services et votre serviteur n'ont pas trouvé trace de votre question. Vous l'avez transmise sous quelle forme? Via la plateforme questions urgentes avec copie au greffe, copie au greffier, copie au service de tous les services du greffe. Donc voilà. La première réaction, c'est que nous n'en sommes pas au courant, mais je vais procéder immédiatement aux vérifications d'usage. Vous ne nous en voudrez pas de passer dans l'intervalle aux questions d'actualité, mais n'y voyez aucune mesure vexatoire à votre égard. Vous avez toujours un traitement de faveur dans ce Parlement. Je n'en doute même pas, Monsieur le Président. Mais c'est agréable de l'entendre.
Puis-je quand même passer à l'article, conformément à l'article 68? Voilà donc un petit incident ici par rapport à cette question déposée par André-Pierre Puget, député indépendant et qui s'est, semble-t-il, perdu dans les limbes. Et en attendant, eh bien, on revient, on ouvre en tout cas les questions d'actualité. C'est Véronique Salvi pour le CDH qui va poser une question par rapport au RER. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il semblerait, et c'est pas la première fois que j'ai le plaisir de vous interpeller sur la question du RER, et même s'il est vrai qu'on reste quand même toujours dans un certain flou par rapport à son financement, il semblerait qu'au niveau du fédéral, celui-ci ait pris un léger coup d'accélérateur puisque on vient d'apprendre la désignation de Monsieur Hansen au niveau du comité de pilotage. Alors il est clair qu'unanimement, les qualités managériales de Monsieur Hansen sont largement reconnues et appréciées. Et que la Cour des comptes elle-même avait mis en évidence le fait que le manque de désignation d'un président de ce comité d'accompagnement avait quelque part mis à mal l'ensemble du dossier du RER, puisque la Convention de 2003 mettait en exergue le fait que celle-ci devait se réunir régulièrement et que sur les 41 réunions qui avaient été prévues de 2009 à 2006, seules 7 de celles-ci avaient pu se tenir. Et donc clairement, la Cour des comptes avait montré ainsi le fait de l'enlisement du dossier, surtout au niveau wallon. Dès lors, Monsieur le Ministre, ma question est la suivante. Tout d'abord, j'aurais souhaité savoir, puisque normalement tout cela doit être concerté, si, et parce qu'il y a aussi des représentants wallons dans ce comité de pilotage, si effectivement il y a eu concertation de la part du fédéral avec notre gouvernement. Par ailleurs, qu'en est-il des prochains jours, des prochaines semaines? Est-ce qu'une concertation et des rencontres avec Monsieur Hansen sont-elles ou pas prévues? Par ailleurs, quant à tout l'aspect financement, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez être apaisé et nous apaiser sur cet aspect-là du dossier? Et par ailleurs, Monsieur Belot nous annonçait aussi que normalement les débuts des travaux devaient commencer fin 2017, début 2018. Est-ce que vous estimez que ce timing, que ce calendrier est tenable? Je vous remercie en tout cas pour vos réponses. Voilà, énormément de questions autour de ce dossier qui revient régulièrement ici devant ce Parlement, même si tout ce qui concerne la politique ferroviaire n'est pas directement de compétence wallonne, mais c'est le ministre Maxime Prévost qui a en charge les relations aussi avec la SNCB. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée, pour votre question. EGT ou le gouvernement wallon dans son ensemble préalablement concerté en vue de la désignation de M. Hansen? Non. Ma foi, il n'y avait pas d'impératif de l'être, peut-être une courtoisie fédérale, mais en dehors de ça, rien ne l'imposait. Et au demeurant, on se félicitera de la qualité de la personne qui a été chargée de cette mission de présider le comité de pilotage. Je veux simplement rappeler aussi que s'il y a beaucoup de choses que l'on peut attendre de ce comité de pilotage, il y en a aussi beaucoup d'autres qui échappent à sa mission, puisque ce comité, mis sur pied de mémoire en 2003, a d'abord et avant tout des vocations techniques et opérationnelles, mais non pas politiques. Ce n'est donc pas l'interlocuteur du gouvernement wallon, mais nous pouvons tous formuler le souhait, vu l'attachement indéfectible que nous portons à la réalisation enfin du projet du RER, que la mission de M. Hansen puisse être couronnée de succès. Il lui appartiendra de veiller à mettre de l'huile dans les rouages, de voir quels sont encore les écueils à lever pour obtenir, par exemple, les permis qui font défaut, quels sont les éléments techniques qui doivent être rencontrés. Mais je crains qu'aujourd'hui, les principaux écueils à la mise en œuvre rapide du RER ne soient pas tant techniques et opérationnels qu'elles ne sont politiques. Puisque l'enjeu est d'abord de savoir si le financement qui a été débloqué est bel et bien acquis, 2, bel et bien irréversible, pour pas qu'on aille nous dire dans 3 ou 4 ans, une fois que le dossier aura été à nouveau réamorcé, que le périmètre financier des moyens dévolus à la Wallonie a été modifié, doit être repensé, et dès lors que le chantier doit être staté. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas de garantie quant à la perspective robuste et pérenne de ces financements. Le gouvernement wallon, sous ma proposition, le 27 avril dernier, a adopté une note reprenant notre posture de négociation lorsque viendra le moment de la discussion avec M. Belot sur toutes ces considérations. Ce moment n'est pas encore venu, mais j'espère que nous pourrons l'avoir rapidement parce qu'il existe, au-delà de la question du RER, encore de nombreux points d'interrogation sur les financements dont la Wallonie pourrait éventuellement bénéficier pour la mise en œuvre de tous les autres investissements prioritaires sur son territoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Réaction, Madame Salvi.
Je remercie Monsieur le ministre qui, de nouveau, nous alerte sur le flou, notamment financier, qui perdure sur ce dossier éminemment important pour l'ensemble des Wallons et pour la mobilité, qu'elle soit en zone urbaine ou en zone rurale. Je note évidemment avec satisfaction, tout comme vous, cette désignation, mais je note également qu'elle ne va pas tout résoudre et que si effectivement les choses peuvent évoluer au niveau technique, les écueils restent nombreux, les interrogations également nombreuses, notamment sur la pérennité et l'irréversibilité des financements qui seront dédicacés à la région wallonne. Et donc, je pense encore une fois, Monsieur le ministre, que ce n'est pas clôturé de ce dossier, bien au contraire, et que nous ne manquerons pas évidemment d'y rester particulièrement attentifs. Voilà, question donc qui est renvoyée sur le terrain politique et notamment celui du financement de ce RER avec l'annonce aussi d'1 milliard d'euros qui avait été débloqué. Alors on poursuit maintenant avec la question du député Laurent Anquet. Il va être question d'emploi et de formation. Madame la ministre, telle une ritournelle, inlassablement, chaque semaine la presse nous fournit nombre d'articles qui finalement relatent le paradoxe existant entre d'une part le manque, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et d'autre part le nombre élevé de demandeurs d'emploi. Or on sait, on en parle régulièrement en commission, il y a un lien de cause à effet entre la formation et le fait de pouvoir trouver un boulot. Et c'est là que le bas blesse évidemment, c'est là que le Forum est mis en cause, non seulement par les patrons qui reprochent au Forum de ne pas faire son boulot, parce qu'il n'y a pas suffisamment de demandeurs d'emploi qui sont formés, donc forcément ils ne trouvent pas de boulot, mais les syndicats ne sont pas de reste non plus, puisqu'ils estiment que l'offre de formation n'est pas suffisante, avec comme conséquence perte de marché, comme conséquence perte de compétitivité et, comme je l'ai souligné tantôt, engagement de main-d'œuvre étrangère, qu'elle soit française, roumaine ou polonaise. Et donc ma question est simple, puisqu'on sait que la formation est au cœur de ce débat, au cœur de cette thématique, que pouvez-vous répondre concrètement, aussi bien aux syndicats qu'aux patrons? Merci. Question donc sur l'adéquation entre l'offre et la demande en matière d'emploi. C'est la ministre Éliane Thieu qui va répondre à cette question qui vient régulièrement ici devant ce Parlement. Merci Monsieur le Président. Monsieur Anquet, par rapport à l'article que vous visez, on parlait spécifiquement des métiers de la construction. Le Forum organise de multiples formations sur une variété très importante de domaines, dont les métiers en pénurie, et ça a été précisément l'objet de nos débats en commission hier. Moi, je vous dirais que les métiers de la construction souffrent encore aujourd'hui d'une image pas suffisamment positive que pour permettre d'être attractive pour nos jeunes générations. Et ça, c'est une vraie difficulté. Malgré cela, au niveau de l'IFAPME, par exemple, l'offre de formation relative au métier de la construction, donc des formations qualifiantes et qui mènent largement à l'emploi avec de taux d'insertion qui approchent les 100%, représente 30% du total de l'offre de formation. Au niveau du Forum, je me suis renseignée tout à l'heure puisque l'article vise précisément la province de Luxembourg, il y a près de 300 personnes qui ont été formées à des métiers qualifiants dans le domaine de la construction dans le Luxembourg. Alors, ce n'est probablement pas assez, il faudrait en faire plus et le Forum communique à tour de bras, que ce soit sur son site internet, que ce soit au travers des annonces, que ce soit au travers d'interviews, que ce soit au travers de séances d'information qui sont organisées chaque mois sur les métiers de la construction. Il y a aussi la question de l'orientation. Comment faire pour mieux apprécier ces filières au niveau des jeunes et les pousser à s'y inscrire. Nous essayons au travers des cités des métiers et pour ce qui concerne le Luxembourg plus précisément, on sait que l'instance bassin a décidé de travailler en collaboration avec les cités des métiers de Liège et de Namur pour essayer d'amplifier encore ces démarches. On parle aussi de mauvaise communication, mais la communication est plutôt excellente puisque les formations sont adaptées aujourd'hui en fonction des besoins des entreprises. Il y a encore sur le feu une formation qui va entrer bientôt en vigueur concernant la question des techniciens chauffagistes et je pense que ça faisait vraiment aussi l'objet de l'article que vous m'avez rendu ce matin. Je vous remercie et enchanté de pouvoir poursuivre la discussion parce que je pense qu'il y a encore énormément d'efforts à faire, même si le Forum, je pense, fait sa part et nous attendons aussi que les entreprises ouvrent plus de places de stage pour accueillir nos jeunes en formation. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Anquet. Merci, Madame la Ministre. J'ai envie de dire, telle une ritournelle, inlassablement, chaque semaine, vous nous dites la même chose. Mais sur le terrain, je constate que ça ne change pas. Dois-je vous rappeler la stratégie européenne 2020 qui demande à la Wallonie de créer 200 000 emplois? Je le dis depuis 2015, on est toujours à 200 000. 2016, on est toujours à 200 000. En 2017, on a toujours 200 000 à créer. Donc moi, je pense qu'il faut changer radicalement de paradigme. Premier élément, vous donnez certains chiffres qui vous arrangent évidemment. Moi, je peux vous sortir d'autres chiffres qui viennent d'être publiés par l'IWEPS, qui nous disent que sur les 250 000 demandeurs d'emploi en Wallonie, 15% seulement sont en formation. Quand on sait, comme on l'a dit plusieurs fois, que la formation est la clé de la réussite pour pouvoir décrocher un emploi, je pense qu'il y a un problème qu'il faut absolument résoudre. Deuxième élément, on en a encore parlé hier, 200 conseillers sont manquants au Forem. Quand on sait leur mission fondamentale de guidage, d'aide, d'orientation, il y a un problème là, donc il faut changer le paradigme également. Et donc je reviens à la proposition de résolution que nous avons défendue hier, à l'excellente proposition qui visait à demander, à inviter fermement les demandeurs d'emploi à se former, parce que, comme vous l'avez souligné, dans le domaine de la construction notamment, certains secteurs ont une mise à l'emploi à 100%. Donc on a là évidemment un créneau tout à fait merveilleux pour pouvoir mettre à l'emploi les personnes qui ne le sont pas aujourd'hui. Et quand vous regardez le témoignage du responsable du Forum qui nous dit c'est vrai qu'a priori certaines personnes ne connaissent pas ces domaines-là, mais une fois qu'ils les découvrent, ils en sont enchantés. Et donc je reviens à notre proposition, j'espère qu'ici 15 jours vous aurez changé d'avis, mais je vous invite à le faire et à faire en sorte qu'on puisse mettre beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement les demandeurs d'emploi en formation pour qu'ils puissent après arriver sur le marché du travail. Madame la Ministre, vous voulez réagir? Pas de réaction, pas de complément d'information sur le dossier. Donc, l'ordre du jour rappelle la question d'actualité. Un rappel donc de l'importance de ces métiers de la construction et d'orienter aussi les jeunes vers ces métiers. On poursuit avec Jean-Luc Cruc qui va lui interpeller le ministre Pierre-Yves Dermagne à propos de la bonne gouvernance. Notre ex-collègue Georges-Louis Boucher a soulevé dans sa bonne ville de Mons un lièvre sur un dossier dont on a déjà parlé en soi, une ASBL, dans lequel on a une députée provinciale et un échevin qui cumulent leurs fonctions, telles que je viens de citer, avec une fonction exécutive aussi, président, vice-président, et touche, pour ne pas se réunir trop souvent d'ailleurs, et touche des émoluments complémentaires. Il y a un recours qui a été introduit, et je vous dis directement, moi je ne vous demande pas de vous prononcer sur le recours, il y aura une instruction, c'est le système habituel, on le connaît, et puis vous prendrez position. Par contre, la question, sur le plan éthique, pour ne pas dire politique, m'intéresse, à savoir celle de dire, lorsqu'on a un échevin ou un bourgmestre, et j'ajouterai, contrairement à M. Boucher, que ce soit d'une grande ville ou pas, qui exerce une fonction pour laquelle la commune ne l'exerce plus, puisqu'on a délégué à une intercommunale, qui peut être une ASBL, peu importe la forme, la même fonction, et ce qui est logique, de toucher des émoluments. Finalement, ce qu'on ne fait plus au niveau de la commune, on le fait dans l'intercommunal. Et donc la logique de Georges Boucher, que j'épouse, comme vous le savez, totalement, est de dire, on ne peut pas, évidemment, toucher une deuxième fois pour quelque chose qu'on ne fait plus. On ne peut toucher qu'une seule fois. Et déjà, dans le mandat d'échevin ou de bourgmestre, j'ajoute, on est payé pour le faire. Est-ce que cette manière de voir les choses, dans notre nouvelle gouvernance politique, et il y a beaucoup de choses encore à dire et d'autres débats qui viendront également, mais sur ce point-là, en dehors du lièvre local qui est soulevé, est-ce que sur ce point-là, vous pouvez marquer votre accord, suivre l'idée, éventuellement également avancer vers une modification de notre législation, qui pourrait d'ailleurs venir sous forme de proposition. Je me mets à votre disposition sur le cas, ou d'un projet, si vous me dites qu'avec la plume qui est la vôtre, vous rédigez d'ores et déjà quelque chose qui permettra de changer les habitudes ancestrales, mais qui mérite de temps en temps d'être un peu dépolluées. Voilà, question donc bien précise concernant un cas la ville de Mons, mais aussi qui met en lumière finalement le cumul entre un mandat exécutif local et un mandat rémunéré dans une intercommunale, une association qui œuvre pour le compte d'une commune. Merci, on écoute Pierre-Yves Dermagne. Merci Monsieur le député pour sa question qui me permet tout d'abord de rappeler les mesures de gouvernance adoptées par le gouvernement wallon il y a quelques semaines, quelques mois de cela. Mesures qui visent notamment à renforcer les incompatibilités qui pèsent sur les membres des exécutifs locaux, communaux ou provinciaux. Puisque, à l'avenir,
ces personnes, ces membres d'exécutifs locaux ou provinciaux, ne pourront plus être directeur général d'un organisme d'intérêt public, qu'il soit régional, communautaire ou fédéral. Ils ne pourront plus demain être gestionnaires au sens du décret de 2004 relatif au statut de l'administrateur public, et ils ne pourront plus non plus être titulaires d'une fonction dirigeante locale dans une intercommunale ou une de ses filiales. Alors je sais que sur ces points-là, on peut se rejoindre, puisque la commission d'enquête dans laquelle vous avez l'honneur de siéger dans son rapport intermédiaire est allée dans le même sens, et donc je me réjouis que le gouvernement et la commission d'enquête puissent travailler dans le même sens sur ces questions-là. Pour la question que vous soulevez de manière plus particulière, moi je ne suis absolument pas fermé au débat, mais je pense que dans le cadre des textes sur la bonne gouvernance et dans le cadre de la réflexion sur les mesures à prendre suite à la commission d'enquête, nous aurons des débats avant la fin de cette séance, puisque la volonté du gouvernement est d'adopter les textes, de prendre des mesures claires, précises, fermes avant le 21 juillet de cette année, et je pense que c'est dans ce cadre-là que la question que vous soulevez, qui a été soulevée à Mons, vous parlez d'un lièvre, je parle d'un petit lapin, puisque les choses sont plutôt minimes et connues, mais je pense qu'elle aura toute sa place dans le cadre de cette réflexion. Alors vous savez que le travail législatif, c'est de légiférer de manière abstraite et générale et abstraite, et pas de réagir de manière particulière et concrète en fonction des frustrations liées aux vicissitudes de la vie municipale et communale. Mais voilà, je ne botte pas en touche et je suis tout à fait ouvert à ce qu'on puisse avoir ce débat de manière plus approfondie dans le cadre de nos travaux sur la bonne gouvernance. Réaction de M. Cruc. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, Monsieur le Ministre, sur le point de l'incompatibilité à l'égard de ce qu'on appelle de manière générique le management, il y a, vous l'avez vu, à cœur entre le gouvernement et le Parlement, toute famille politique confondue. Dans ce cas-ci, on est, et je me permets d'insister, mais j'ai bien entendu votre réponse, je ne suis pas fermé, j'aurais préféré, je suis ouvert. Mais bon. C'est la même chose. Ah, d'accord, c'est bien. Donc je retiens, je suis ouvert, c'est déjà plus positif, et si vous êtes ouvert, allez, pour rester dans la basse-cour, que ce soit un liège ou un lapin local, un lièvre, c'est peut-être... Vous imaginez, quand je pense... Liège, c'est la sauce, là. À cette bonne ville de Liège, parfois, à quoi je pense. Allez, bon, on va... Mais que ce soit un lièvre ou un lapin, peu importe, faisons du coq wallon, simplement un coq éthique. Et il en a besoin. Et donc la logique, c'est en cela que je voulais votre accord, la logique, elle doit être compréhensible pour tout le monde, quelle que soit la grandeur de la commune. Une compétence qui n'est plus exercée dans une commune, c'est une compétence qu'elle n'a forcément plus exercée. La police est elle-même. Mais pourtant, on continue à toucher la même chose au sein de la commune. Et donc je pense réellement qu'en termes de délégation, on doit comprendre qu'il y a une logique à adopter. Ce n'est pas une question de viser un mandataire ou l'autre, le but n'est pas là. C'est simplement une fonction de permettre la comparaison, la compréhension pour chacun, et peut-être aussi l'honorabilité de la fonction du mandataire politique, qui souvent, dans la plupart des communes, et vous le savez comme ministre des Affaires locales, se bat du matin au soir, passe de nombreuses heures, pour aujourd'hui souvent, de manière injuste, être traité comme un profiteur. Et je voudrais que ces 90% qui ne sont pas, on leur rende cette justice-là, parce qu'ils ne demandent pas un numéro en plus. Tout ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir faire leur boulot et d'être respectés par rapport à ça. Monsieur Cruc, le temps malheureusement est épuisé. Est-ce que M. Dermagne, vous voulez réagir? Juste une divergence entre M. Cruc. Non, absolument. Je peux vous dire que j'ai regardé votre chef de groupe, que nous avons eu un regard complice sur le temps écoulé. Nous n'avons pas la même montre, hein. Monsieur Dermagne. Merci, Monsieur le Président. Juste un point de divergence entre Monsieur Cruc et moi. Il a parlé de 90% des mandataires locaux qui sont des gens honnêtes et qui travaillent. Je dirais 99%. Monsieur Cruc. Il resterait une divergence entre le ministre et moi, parce que quand je dis 90%, je sais bien aussi où sont les 10% restants. Voilà. On va s'en tenir là, je pense. On appréciera Alors, cet échange et on va poursuivre. Donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle là. Et on revient sur la question urgente de André-Pierre Puget. La mauvaise, elle est irrecevable, puisque vous auriez pu la déposer sous forme de question d'actualité et dès lors elle n'était pas recevable sous forme de question urgente. Voilà qui, je pense, est de bonne compréhension mutuelle. Mais je vous vois réagir. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, enfin bon, c'est déjà un peu bizarre que
que je dépose une question, que je n'ai aucune nouvelle avant la séance plénière et je dois intervenir pour voir où en est ma question. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, si on a retrouvé un article qui date d'hier, comme il y a 15 jours, quand je dépose une question d'actualité, on est hors quota, etc., etc. Donc je suis un peu excédé par ce règlement qui n'est fait que pour les groupes politiques reconnus et en tant que petit parlementaire, je ne suis pas le seul dans ce cas-là, on est chaque fois confronté au problème et je souhaiterais vivement, et je l'ai déjà demandé plusieurs fois ici en séance, qu'on revoie ce règlement et que chaque parlementaire ait le droit au même temps de parole, malgré, vous allez me sortir, la représentativité politique. Ce n'est pas pour ça. On travaille énormément et quand on dépose des questions, etc., etc., il y a toujours un problème parce que le règlement, le règlement article un tel, article un tel. Ça devient quand même un peu exaspérant. On travaille des heures, je ne suis pas le seul dans ce cas, on travaille des dizaines d'heures par jour, 10 heures par jour, 12 heures, 15 heures par jour. Oui, et quand on veut poser une question, il y a toujours un problème. Alors, Monsieur Puget, il n'y a pas de petits et de grands parlementaires. Tous sont égaux. Mais il y a, il est vrai, des petits et des grands groupes. Et il se fait que, ou pas de groupe du tout. Merci Monsieur Jolet, nous serons vraiment complices aujourd'hui. Et c'est vrai que, Monsieur Puget, vous ne m'en voudrez pas, vous êtes seul, je ne dirais même pas de votre groupe, puisque vous l'avez quitté, mais vous êtes seul parlementaire à nos yeux indépendant. À ce titre, vous bénéficiez, et le règlement vous protège, d'un certain nombre de questions dont vous connaissez le nombre. Si nous devions l'augmenter, désolé pour vous, mais il faudrait tenir compte des parlementaires qui constituent, eux, un groupe et qui sont aussi retenus dans leur dépôt de questions à la limite de l'exercice du règlement. Premier élément. Et de deux, je ne peux pas accepter avec vous, et certainement pas de quelqu'un qui est membre du corps législatif, que les règles, on les entend les bafouer. La règle est très simple. Vous pouvez, dès lors que vous avez connaissance d'une situation, déposer une question d'actualité avant hier 17 heures. Or, l'information, et je le dis calmement, pour laquelle vous voulez soumettre un ministre à la question, était disponible dès hier matin. Donc vous ne m'en voudrez pas, même si vous travaillez 16 heures par jour, eh bien, vous aviez eu l'occasion de déposer une question d'actualité, ce que vous n'avez pas fait. Et dès lors, mon rôle, vous pouvez le contester, et heureusement, je ne suis pas seul, il y a des personnes de qualité derrière moi que je salue, eh bien, ils ont vérifié, et votre question urgente n'est pas recevable. Et c'est la même règle pour vous, comme pour d'autres, croyez-le bien, vous n'êtes donc pas discriminé, loin du compte, ici. Voilà qui clôture. Oui, Monsieur le Président, je n'ai pas mis votre responsabilité en cause et j'ai simplement parlé du règlement. Je n'ai pas dit qu'il était bafoué ou qu'il était mal interprété, j'ai parlé du règlement. Donc je n'ai pas mis votre position en cause et je voudrais quand même signaler que j'ai droit à 2 questions par an. Donc ça c'est quand même important aussi de donner l'information. 2 questions par an. La sentence que je viens d'entendre est cruelle mais pertinente. Voilà, et la sentence, il ne faut pas les louper, en l'occurrence. Monsieur Azé, nous allons tous nous réconcilier dans la sérénité. Monsieur Puget est parfaitement habilité à introduire une proposition de modification du règlement. Alors, plutôt que de le reprocher aux autres, qu'il la dépose lui-même. Fin de la controverse. Nous appelons... Voilà, et donc le règlement prévoit un certain nombre de questions. Et c'est vrai que les groupes qui sont plus nombreux ont droit à plus de questions que M. Puget, qui est indépendant, et donc a droit à poser 2 questions. Et celle-ci, malheureusement pour lui, était écartée. On revient maintenant aux questions d'actualité avec le député Dimitri Legas, qui va intervenir sur un drame social en cours, la faillite de l'entreprise papetière Idem Papers. Je vais montrer, mais point le lire. Merci, Monsieur le Président. J'informais, Monsieur le Président, que je prenais un document que peut-être vous avez reçu à l'entrée de la séance, un document des camarades du syndicat libéral. Permettez-moi d'utiliser les 2 vocables parce que dans ce cas précis, ils s'accolent. Donc les camarades du syndicat libéral ont distribué un papier à l'entrée concernant une société de l'ouest du Brabant wallon qui est en difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il est probable que la faillite soit prononcée très prochainement. Le conseil d'entreprise s'est réuni hier et a avisé
les travailleurs de l'intention du conseil d'administration de déposer le bilan donc et de mettre un terme à la PRJ, ainsi de demander de mettre un terme à la PRJ, à la procédure judiciaire, pour prononcer ainsi la faillite. La situation est relativement grave dans la sous-région puisqu'il s'agit de pas moins de 400 personnes qui travaillent dans cette entreprise, sans compter les sous-traitants. Et l'impact, vous vous en doutez, sera désastreux. Les questions que je voudrais poser au ministre sont de divers ordres. Je pense savoir d'ailleurs qu'il a reçu en son cabinet aujourd'hui même, si je ne m'abuse, les organisations syndicales, dont l'organisation syndicale libérale qui demande, en quelque sorte, de prêter attention à un plan qu'il propose, un plan qui suppose notamment en quelque sorte l'abandon de créances de la région wallonne, une créance importante puisque la région wallonne a déjà aidé à de nombreuses reprises depuis 2009 cette société sous diverses formes et encore récemment, quelques 3 millions si je ne m'abuse, avec l'accord de la Commission européenne, une aide de sauvetage. Donc les questions sont plusieurs ordres. Quand est-ce que la faillite sera prononcée selon vous? Quelles sont les aides possibles que la région peut encore fournir? Pourquoi le repreneur Avery Denison, une multinationale américaine, a-t-elle finalement renoncé à la proposition qu'elle semblait vouloir faire? Enfin, autant de questions que les ouvriers, que les employés, les travailleurs de cette société se posent. Merci, Monsieur le Ministre, d'ores et déjà pour vos réponses. Voilà des questions donc, par rapport à l'avenir de cette entreprise risque d'être déclarée en faillite. Et la députée MR Valérie Debu interviendra également sur ce sujet alors que les travailleurs ont été reçus ce matin même au cabinet du ministre de l'économie Jean-Claude Marcourt. Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Ministre. Alors une faillite qui semble inéluctable puisqu'elle sera vraisemblablement prononcée ce jeudi. C'est un constat d'échec après la PRJ pour les travailleurs qui ont consenti beaucoup d'efforts pour maintenir leur outil de travail, pour l'entreprise en tant que telle, puisque même si elle est très endettée, c'est une entreprise qui a des atouts, elle a un stock important, elle a de nombreux clients et elle a aussi un carnet de commandes bien fourni. Alors, à l'arrêt des machines depuis une semaine, si elles ne sont pas relancées dans un avenir proche, vont avoir des conséquences rapides et graves, puisqu'on va perdre tous ces clients. Dans le secteur du papier, c'est assez particulier. Et il y a aussi des risques de rupture de financement. Alors, la région wallonne, via la SOGEPA, est actionnaire de l'entreprise et la SOGEPA détient le stock de l'entreprise. Il y a effectivement un plan de relance, un business plan qui a été élaboré par différents cadres de l'entreprise. Nous avons pu prendre connaissance de cette information par la presse et aussi par le flyers qui nous a été distribué ici en début de séance, avec une possibilité de relancer une activité industrielle sur le site pour 160 personnes. Et à la condition que l'outil puisse être relancé très rapidement afin d'honorer le carnet de commandes, de valoriser le stock qui est important et aussi de se donner le temps d'analyser ce business plan et de se donner le temps de rechercher un repreneur. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez rencontré les différentes délégations syndicales, aussi la CSC, la FGTB, qui souhaitent interpeller la région wallonne pour relancer l'activité sur le site. Quelles sont les pistes qui ont pu être dégagées lors de cette réunion? Et aussi, Monsieur le Ministre, est-ce que la région wallonne, le cas échéant, pourra demander aux curateurs de relancer prioritairement une activité sur le site? Je vous remercie. Voilà, énormément de questions par rapport à l'avenir de cette entreprise et cette question sera complétée également par l'intervention de la députée écolo Hélène Reikmans, toujours sur le même sujet, le sauvetage de cette entreprise Idem Papers. Merci, chers collègues, Monsieur le Ministre. Effectivement, nous voulons d'abord partager la grande inquiétude pour les 380 travailleurs, leurs familles, regretter l'impact qu'aurait une fermeture sur le tissu industriel de cette région, mais aussi sur l'emploi et sur l'activité économique. Évidemment, c'est un drame, un nouveau drame qui risque de se produire. Et donc, comment en est-on arrivé là dans cette situation? Peut-être d'abord savoir qu'effectivement, la région wallonne, vous avez agi par le biais de la SOGEPA, vous avez déjà injecté de l'argent, des moyens financiers, vous avez aussi agi en matière de gestion
et cela semblait dans une certaine mesure porter ses fruits. En même temps, les travailleurs, eux aussi, ont fait des efforts. Ils ont fait des efforts importants depuis longtemps pour tenter de sauver l'entreprise qui est en redressement judiciaire. La faillite n'a pas été prononcée, donc lundi au tribunal de commerce, la faillite n'a pas encore été prononcée. J'étais présente avec les travailleurs et ils attendent la déclaration d'une faillite. J'aurais voulu savoir quand est-ce qu'elle sera éventuellement prononcée, s'il y a un plan social qui est envisagé. Et puis maintenant, effectivement, que faire? Alors que justement, dans les dernières semaines, les travaux entrepris et la manière de gérer l'entreprise semblaient montrer une certaine efficacité, que le carnet de commandes est plein et que l'entreprise, tout en étant dans un secteur éminemment concurrentiel et difficile, dispose de qualité, d'un savoir-faire, de produits tout à fait particuliers pour lesquels elle a une compétence reconnue. Et donc, qu'envisagez-vous de faire? Vous avez eu des rencontres avec les syndicats. Qu'en est-il ressorti? Et que pensez-vous effectivement de ce plan de relance proposé par les cadres qui envisagent donc de sauver l'emploi, au moins 160 emplois, et de relancer l'entreprise? Quelle est votre position et quelle est la position du gouvernement wallon par le biais de la SOGEPA pour tenter la sauvegarde de l'emploi et de l'outil pour les travailleurs? Merci. Voilà, énormément de questions concernant l'avenir de cette entreprise avec un élément important, un élément intéressant, c'est la proposition donc faite par les cadres d'un plan de relance qui, d'après les députés qui se sont succédés ici, permettrait le maintien de 160 emplois. Et on va écouter les réponses à ces questions apportées par Jean-Claude Marcourt. Mesdames, Messieurs les députés, tout d'abord, permettez-moi, et je pense que vous partagerez mon propos, d'avoir une pensée pour les travailleurs et leurs familles. Il est évident qu'ils vivent aujourd'hui, et depuis plusieurs mois d'ailleurs, je dirais même depuis plusieurs années, dans une incertitude sur l'avenir de leur entreprise. Ils ont effectivement, et cela a été souligné par certains d'entre vous, été d'une très grande responsabilité puisque pendant la PRJ, il n'y a pas eu de mouvement social. Au contraire, tout le monde a pris sur lui pour faire tourner cette entreprise. Alors, suivant les lignes de produits, les carnets de commandes sont plutôt vides ou plutôt pleins. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons, avec le ministre-président, pu rencontrer les délégations syndicales des 3 syndicats représentés au sein du conseil d'entreprise. Et ce que nous leur avons dit, c'est ceci. 1, dès que la faillite sera prononcée, et ce sera demain ou vendredi à notre estime, nous prendrons contact avec le curateur. Nous examinerons avec le curateur la situation de l'entreprise de manière à ne pas aggraver le passif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons un cash drain d'1 million d'euros par mois qu'il faudrait financer si nous maintenions l'activité en l'état. Nous allons, et c'est l'engagement que j'ai pris à l'égard des travailleurs et de leurs représentants, examiner toutes les pistes, que ce soit la piste des cadres, etc. Pourquoi le dernier repreneur a-t-il jeté le gant? Nous n'en savons rien. Il nous a dit parce qu'il n'avait pas de plan industriel qui lui permettait d'envisager les choses de manière positive. Va-t-il aujourd'hui, comme certains le pensent, remanifester après faillite? Il est évident que la faillite permet de solder les comptes et de repartir dans des conditions économiques plus stables. Je l'espère. J'espère que lui ou un autre va se manifester. Nous l'espérons tous. Et que ça permettra de sauver tout ou partie de l'emploi. Le premier engagement, c'est en tout cas d'accompagner le curateur pour faire cette recherche de repreneurs potentiels et d'examiner avec le sérieux nécessaire tous les éléments. C'est aussi d'examiner la possibilité de reprendre une partie de l'activité sous faillite à condition que ce soit économiquement tenable et financièrement également. Le deuxième élément, et j'en parlerai bien entendu avec ma collègue Eliane Tillieu, c'est une cellule de reconversion qui dépend là de l'initiative des organisations syndicales. Vous savez que c'est le décret chez nous. Elles doivent en faire la demande et nous avons indiqué que nous pensions que ma collègue soutiendrait évidemment cette possibilité sans attendre de savoir ce qu'il se passe sur la reprise, parce que je pense qu'un accompagnement pour les travailleurs est essentiel.
Le troisième élément, c'est à l'instar de ce que nous avons fait dans d'autres sous-régions, et la dernière fois c'était pour Caterpillar Gosli, c'est la volonté d'avoir un plan de redéploiement, c'est-à-dire la capacité d'imaginer un redéploiement économique avec les forces vives locales pour examiner d'autres pistes. Car je crois que même si nous pouvons espérer une reprise, je ne pense pas que tout le personnel pourra malheureusement être repris. Nous aurons bien entendu également des contacts avec le ministre fédéral de l'Emploi pour examiner avec lui, tant au niveau du fonds de fermeture que de l'accès à un certain nombre de dispositifs, la possibilité de les actionner. Monsieur Legas a posé la question de l'abandon des créances de la région. Nous examinerons tout ce qui peut être favorable, soit aux travailleurs, soit à la reprise de l'activité. Et aujourd'hui, il est prématuré de répondre à cette question dans la mesure où nous ne pouvons pas déterminer à qui profiterait le renoncement de la région dans ce cadre. Mais je l'ai redit aux travailleurs, nous examinerons énormément toutes les possibilités, quelles qu'elles soient. Je voudrais simplement indiquer à l'Assemblée que c'est un peu moins de 20 millions d'euros qui ont été investis par la région dans cette entreprise et que récemment nous avons financé l'intégralité du plan de sauvetage qui était nécessaire pour arriver à tenter, malheureusement ça n'a pas été couronné de succès, de tenter de sauver cette entreprise. L'Union européenne, la Commission, avait d'ailleurs validé cet élément. Mais je voudrais dire à l'Assemblée et aux trois intervenants que nous ferons tout pour accompagner les travailleurs, accompagner le curateur et mettre les moyens de la SOGEPA et de ses techniciens au service de différents intervenants pour exploiter toute possibilité de relance de l'activité. Merci, Monsieur le ministre de l'économie. Monsieur Legas, pour une réaction, question supplémentaire. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier Monsieur le Ministre et je suis témoin privilégié du fait qu'effectivement, il a été très à l'écoute et interventionniste si besoin était, notamment via la SOGEPA dans ce dossier. 17,5 millions plus 2,5 millions de la SRIW, sans compter les 3 millions de sauvetage ici dernièrement dont il vient de parler. Autant d'argent qui a été mis à disposition pour aider cette société qui a un carnet de commandes, il est vrai, plein. Alors, c'est paradoxal, mais un de ses clients était à Avry et c'était justement l'objet de ma question, le pourquoi du comment, pour pouvoir comprendre pourquoi cette société ne profitait pas finalement de l'opportunité pour tenter de reprendre Idem Paper. J'imagine qu'il y a diverses raisons et que peut-être après la faillite, ils reviendront, ils se représenteront. La cellule de reconversion, oui, c'est une évidence et d'ores et déjà, je remercie la ministre Thieu lorsqu'elle sera saisie de la demande des organisations syndicales de mettre en œuvre cette cellule, parce que quoi qu'il en soit, si la machine 4 devrait redémarrer, excusez-moi de préciser, mais si la machine 4 devrait redémarrer, ce n'est que 160 personnes et il y a encore par ailleurs tous les autres, les familles, les sous-traitants, donc autant de personnes qui auront besoin d'aide, d'accompagnement. Une activité économique sur le terrain certainement autre que les papeteries, puisque le terrain est très vaste et qu'il y a en bordure le fleuve, enfin le canal. Donc il y a des possibilités aussi en termes de transport et de mobilité, sachant que l'intercommunal Brabant-Wallon, par exemple, pourrait être également un interlocuteur privilégié à solliciter au niveau des forces vives de la région. Merci, Monsieur le Ministre. Tournons vers Madame Debu. Oui, merci Monsieur le Ministre pour votre réponse et c'est important de préciser que tous les travailleurs ne pourront être réengagés si l'activité peut être lancée et qu'il faut effectivement mettre en place une cellule de reconversion et un plan de redéploiement, c'est important. Moi, je voudrais insister, Monsieur le Ministre, au niveau de la dimension du temps, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer les cadres et différentes personnes dans l'entreprise et donc c'est un secteur particulier et donc si on n'a pas très vite, en tout cas dans les parts de l'activité qui ont un certain potentiel, puisque comme vous l'avez dit, il y a des parties qui sont au déclin, c'est des produits en déclin, mais il y a des produits aussi en expansion. Si on ne relance pas l'activité dans un délai très court, il y a un risque de perte de clients. Et donc là, on aura une spirale négative. Et donc, je voudrais vraiment insister pour que la région, et je sais que la région est un partenaire dans ce dossier, puisse, quand vous rencontrerez le curateur le plus vite possible, insister pour qu'il relance l'entreprise au plus vite. Je vous remercie. Merci, Madame Reckmans.
Merci, mais je voudrais effectivement remercier les efforts entrepris par la région avec une action, vous l'avez dit, avec des montants pas nécessairement très importants et peut-être une action tardive en ce qui concerne la gestion, mais qui était nécessaire. Vous envisagez, et nous espérons tous, avec les travailleurs, la possibilité de reconstruire un projet industriel qui soit crédible, en envisageant le maintien, comme en explorant de nouvelles formes d'activités sur le site. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, on va tirer parti quelque part de l'expérience malheureuse de Caterpillar pour mettre en place rapidement cette cellule de reconversion, accompagner les travailleurs dont certains sans doute avec raison tournent déjà la page et tentent de faire valoir leur qualification ailleurs. Et en même temps, il y a un plan de redéploiement, l'idée d'un plan de redéploiement avec les forces vives locales. Je voudrais quand même rappeler malheureusement que les terrains sont hypothéqués, même s'il reste sur le terrain la station d'épuration et l'unité de cogénération qui appartiennent à l'usine. Ce sont évidemment des outils importants. Maintenant, j'attire peut-être l'attention aussi sur l'importance d'avoir, et nous l'avions déposé au moment de l'affaire Caterpillar, de pouvoir déceler plus avant et d'anticiper sur les restructurations quand elles sont nécessaires. C'est certainement une résolution qu'il faudrait relire maintenant à l'aune de ce nouveau drame industriel pour l'emploi et pour les familles. Merci, Monsieur le Ministre. Une courte réaction? Non? Voilà, donc qui clôture un échange important pour les travailleurs de cette entreprise et l'action menée par la Wallonie pour essayer de sauver en tout cas une partie des meubles et aussi, c'est le plus important, une partie des travailleurs. Voilà, une question conjointe du MR, du Parti Socialiste et d'Écolo sur cette thématique. La question d'actualité de Monsieur Fontaine. Voilà, on poursuit avec une question de Eddy Fontaine, député socialiste, qui va nous entretenir du crowdlending en Wallonie. Merci Monsieur le Président. On va entendre sa question et ses explications. Chers collègues, à la lecture de la presse de ce lundi, j'ai pu constater que le soir titrait d'ailleurs que le prêt participatif se frayait un chemin en Belgique. Et à la lecture plus profonde, donc le prêt participatif est une troisième forme de crowdfunding. À la lecture de l'article, on peut constater qu'une plateforme dénommée, Crowin, excusez-moi, dénommée Crowin était sur le point d'obtenir son agrément de la FSMA. Cet agrément qui devrait lui être octroyé en septembre. On peut voir aussi qu'une autre plateforme, Econova, elle a obtenu un agrément mais provisoire, celui-là. Alors, Monsieur le Ministre, j'aurais deux questions à votre égard. Est-ce que vous pouvez me dire si quelle est la position, quelle est la place du prêt participatif en Wallonie par rapport au prêt coup de pouce? Ça, c'est la première question. La seconde question est est-ce que ce type de prêt, le prêt participatif, ne pourrait pas être soutenu ou promu pour la région, et si oui, auquel cas, de quelle manière? Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long et je vous remercie d'avance pour vos réponses. Voilà, les questions donc sur ce prêt participatif et la manière dont il est encadré en Wallonie. Il a été question aussi de la FSMA qui est l'agent qui contrôle un peu les activités bancaires chez nous en Belgique. Mesdames et messieurs les députés, les plateformes de crowdfunding et de crowdlending qui sont donc soit des prises de participation dans les sociétés, soit des prêts aux sociétés sont des nouvelles formes d'intervention de nos concitoyens dans les entreprises. La responsabilité de la surveillance et de l'organisation est du niveau fédéral, comme tous les produits financiers. Et il ne faut pas confondre avec le prêt coup de pouce, qui est un prêt individuel, où nous souhaitons qu'il y ait plutôt une relation personnelle entre le prêteur et l'entreprise à qui l'on prête. C'était ce qu'on appelait avant, du côté flamand, le prêtant à gâte, donc des gens qui sont proches de l'entreprise et qui la connaissent bien. Dans le cadre du crowdlending, la particularité, c'est que vous avez une entreprise qui se présente, dont vous ne connaissez pas nécessairement les sous-jacents. Et donc, il faut toujours être attentif à la protection du citoyen qui croit faire un prêt et qui peut imaginer que le risque n'est pas là. Or, il me paraît important que chacun est bien à la mesure du risque. Je soutiens le principe
des plateformes, mais il faut aussi être très attentif à ce que le citoyen qui entre dans ce genre de choses puisse mesurer la capacité du risque et de ne pas non plus croire au miroir aux alouettes par des taux d'intérêt qui seraient particulièrement attractifs. Mais nous aurons sûrement l'occasion de parler plus longuement de cela en commission à l'une ou l'autre occasion. Merci, M. Fontaine, pour une réaction. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour ces précisions. Et effectivement, nous aurons certainement l'occasion, dans notre commission, d'aborder le sujet plus en profondeur. Et donc, nous y reviendrons. Voilà, et prudence donc pour le consommateur par rapport à ces offres qui sont faites maintenant par rapport à ce type de financement dont les garanties ne sont pas toujours présentes. Alors on va poursuivre maintenant avec une question de la députée Madame Balthus-Morès. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres. Spécialement Madame la Ministre, lorsqu'un demandeur d'emploi est convoqué au Forum, il doit signer un contrat avec lequel il s'engage à se mettre en recherche active pour trouver un emploi. Il doit répondre à X annonces par semaine, il doit se rendre chez les agences d'intérim, etc. Et chez le prochain rendez-vous au Forum, il doit aussi faire preuve qu'il a bel et bien respecté ce contrat afin de recevoir ses allocations de chômage. Dernièrement, une agence du nom Pôle emploi, donc c'est un peu le Forum français, a publié une infographie pour présenter une journée type d'un demandeur d'emploi. Donc ils ont voulu aller un peu plus loin apparemment et pour visualiser ces journées type d'un demandeur d'emploi. Je pense qu'ils ont peut-être un peu exagéré, peut-être pas. C'est pour ça que je vous pose la question aussi. Donc en tout cas, ils ont expliqué qu'il faut se lever le matin, qu'il faut faire l'exercice, qu'il faut se mettre à la recherche activement, donc préparer ses lettres de motivation, écrire des annonces, se présenter chez les différents endroits, etc. Et ils ont insisté sur l'importance qu'après tout ça, chaque jour aussi, il faut rester en contact avec l'entourage pour se sociabiliser parce qu'on le sait, ça augmente aussi les chances pour trouver un emploi. Donc je voudrais avoir votre avis sur ce propos. Est-ce que tel planning, est-ce que tel document pourrait aider aux demandeurs d'emploi pour trouver un rythme dans leur recherche, dans le cadre de l'accompagnement qui existe pour aider aux demandeurs d'emploi actuellement. Est-ce que tel document pourrait être utile selon votre avis? Merci pour votre réponse. Voilà, question par rapport à ce qui s'est passé en France au Pôle emploi. Une agence de Pôle emploi, donc l'équivalent du Forum, a publié un document un petit peu caricatural qui a d'ailleurs été très rapidement retiré du site de Pôle emploi. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, j'ai vu avec étonnement cette proposition d'une agence Pôle emploi en France qui propose la journée type d'un demandeur d'emploi. Cela a créé polémique, c'est le moins qu'on puisse dire, à en croire les réflexions intervenues sur les réseaux sociaux rapidement après la publication de cette journée type. Et d'ailleurs, l'agence Pôle emploi a rapidement retiré sa publication et a même présenté ses excuses. C'est dire. Il est vrai qu'il n'y a pas de journée type en tant que telle d'un demandeur d'emploi, comme il n'y a pas non plus de journée type d'un travailleur. Il y a des horaires qui peuvent être fixes, variables, il y a du travail à pause, il y a des déplacements plus ou moins longs, il y a des rythmes familiaux, des obligations familiales, bref, j'en passe et des meilleurs. Il est inutilement stigmatisant, me semble-t-il, et surtout infantilisant d'utiliser ce type de méthode. Alors c'est clair que une certaine période passée sans activité professionnelle engendre des difficultés de rythme. Mais pour ceux qui connaissent ce type de difficultés, le Forum propose une série de formations, notamment sur des ateliers de confiance en soi, des ateliers qui sont plus personnalisés, et c'est là-dessus que mise le Forum. C'est vraiment l'idée qu'il faut accompagner le demandeur d'emploi en fonction de ses besoins, et ces besoins, eux aussi,
évolue en fonction de sa situation personnelle. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, le Forum n'a pas eu l'idée, et j'espère qu'il n'aura jamais l'idée d'ailleurs, de propager ce type de réflexion. En tout cas, je pense que la France a montré combien il était inutilement vexatoire de proposer ce type de communication très stigmatisante, parce que je peux vous dire qu'il y a énormément de demandeurs d'emploi qui ont aujourd'hui un rythme tout à fait adapté en termes de vie active, en termes de vie sociale, en termes de contacts, qui, in fine, leur permettront de retrouver l'emploi qu'ils recherchent. Je vous remercie. Merci. Madame Baltus-Morès. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je suis consciente que beaucoup n'ont pas besoin de ce type d'outils en recherchant et recherchent en effet déjà activement de l'emploi à un rythme soutenu. Mais quand on est sur le terrain, on se rend vite compte qu'un cadre peut s'avérer nécessaire pour certains, car seule la meilleure volonté du monde à trouver un emploi suffit peut-être pas. Donc ça fait peut-être partie aussi de leur accompagnement. Et je déplore quand même que vous n'êtes pas favorable à cette idée. Vous n'êtes déjà pas d'accord d'orienter les demandeurs d'emploi vers les métiers en pénurie. Maintenant, vous n'êtes pas pour un cadre à destination de ceux qui en ont réellement besoin. Donc avec quoi vous allez être d'accord? Quelles sont vos mesures concrètes pour aider les chômeurs à trouver un emploi? Madame la ministre de l'Emploi, bon, dans les délais impartis, parce que la question est vaste. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste réagir parce que Madame la députée vient de dire que je refusais d'orienter les demandeurs d'emploi vers les métiers en pénurie. C'est faux. C'est faux. Bien sûr que l'on oriente précisément, d'abord et avant tout, vers les métiers là où on a besoin de main-d'œuvre, bien entendu. Bien sûr que c'est le cas. Là où il y a une différence avec vous, c'est l'obligation d'inscription dans une formation. Si, c'est tout à fait le document que vous avez remis hier. Monsieur le Président, qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi. Bien sûr qu'il y a une différence fondamentale entre le fait d'orienter, de proposer, s'il vous plaît, et le fait d'obliger. La ministre de l'Emploi. Donc il y a donc une différence fondamentale entre le fait d'orienter et le fait d'obliger. Attendez, Madame Baltus-Morès, attendez. Il y a aussi le soutien au ministre qui est appréciable. Et maintenant, on revient vers vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, vous avez bien raison de vous défendre, c'est votre rôle aussi. Mais quand même, vous devez comprendre, mes collègues et moi-même, hier encore en commission d'emploi et de formation, nous avons présenté cette proposition de résolution. Et c'était votre groupe, en tout cas, et le groupe CDH également, qui n'a pas soutenu cette idée. C'est clair, maintenant, on peut parler du mot obligé ou de les orienter, mais il y a certaines contraintes qui doivent être faites, sinon ça ne va se faire jamais. Et c'est ça, il faut parler du contenu ici. Et là, on ne trouve pas vos plans. Voilà un peu de chahut autour de cet échange. Bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît, voilà, on vient de laisser passer la page de publicité des uns et des autres. Et nous avons maintenant Monsieur Fourny qui pose sa question au ministre Lacroix sur l'introduction d'une taxe sur les robots. Et en toute sérénité, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ça fait quelques mois déjà que vous nous aviez évoqué dans la presse la possibilité d'une taxe sur les robots. On a eu des discussions en commission sur l'opportunité. Nous sommes déjà montrés relativement sceptiques à l'idée. Et cette idée étant a priori contradictoire par rapport au plan Marshall 4.0 qui prône l'innovation, qui prône le développement, qui prône la recherche scientifique. Et cette idée, en définitive, revient de manière sempiternelle et vous êtes encore revenu avec le week-end dernier. Ma question est simple. Comment définissez-vous les contours de cette taxe et jusqu'où voulez-vous aller? S'agit-il d'un ballon d'essai ou quelle est en
en définitive le fond de cette proposition qui, je le rappelle, nous laisse tout de moins sceptiques. Parce que il est vrai que la robotique a permis, pour les métiers les plus pénibles, au moment de la révolution industrielle, de faciliter le travail des uns et des autres. On sait que le robot est aujourd'hui présent partout. Donc, comment définir ce qu'est un robot ou pas, et quelle est la frontière entre le mode informatique et le robot? C'est quand même extrêmement difficile. Et donc, si vous pouviez, une bonne fois pour toutes, préciser votre pensée, afin qu'on puisse au moins avoir un débat clair, transparent, dans le calme et de manière paisible, sans hurlement, eh bien, ce serait parfait. Merci pour votre réponse. Voilà, et le député CDH est applaudi par le banc MR, évidemment, puisque cette question avait déjà été portée par le MR. Elle revient maintenant par le CDH. Et c'est sur les applaudissements que le ministre va répondre à la question sur cette taxe automatisation. Aujourd'hui, M. Fournier a un grand succès au MR. Je laisse ces moments particulièrement rares à la satisfaction de chacun et je vous demande d'écouter maintenant le ministre Lacroix. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, votre question est fondamentale. Le monde change et nous ne pouvons pas rester spectateurs de cette évolution. L'innovation technologique, l'arrivée massive de robots et de l'intelligence artificielle vont faire en sorte que la 4e révolution industrielle, la 4e révolution numérique, sera pour la première fois de l'histoire une révolution qui ne va pas créer de l'emploi, mais qui va en faire perdre. En faire perdre, et ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'université d'Oxford qui le dit. C'est l'OCDE qui le dit. 5 millions d'emplois perdus en Europe d'ici 20 ans. Alors, en tant qu'homme politique, et puisque nous sommes en train de redéfinir une réforme fiscale en Wallonie, et que, au niveau fédéral, on s'apprête à revoir l'impôt des sociétés, je pense qu'on doit, à un moment donné, avoir le courage de se poser la question de savoir si notre modèle fiscal est toujours le bon modèle fiscal par rapport aux entreprises. Par conséquent, je pense que taxer les robots qui détruisent l'emploi, il y a une saine logique à cela. Je ne suis pas le seul à le penser. J'ai entendu beaucoup d'applaudissements sur les bancs du MR, mais M. Boucher, qui est quand même un ancien député MR, revendique aussi cette faculté, porte-parole du MR, cette faculté de taxer les robots, qui détruisent les emplois. Monsieur le Président, si je pouvais terminer mon propos. S'il vous plaît. On parle d'abord des robots et puis de M. Boucher ensuite. Parce que... Un des grands fondateurs de l'intelligence artificielle et donc de toute une série de robots, Bill Gates, dit également la même chose. Alors vous savez, monsieur le député, je ne suis sûr de rien. Je ne suis sûr de rien, sauf que je ne pourrais jamais avoir la paix si je devais bâillonner ma conscience. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Christiane Taubira. Et je réagis d'abord comme ministre et comme conscience de ministre qui a pour devoir de donner une perspective à nos concitoyens et de ne pas leur faire subir une révolution numérique qu'ils n'ont pas souhaitée et qui va écraser les plus précarisés d'entre eux, et d'autre part ma conscience d'homme qui est d'offrir une perspective où l'horizon est non pas le soleil couchant mais le soleil levant. Voilà, des applaudissements nourris des bancs socialistes. Et la parole va être donnée maintenant au député, chef de groupe CDH, Dimitri Fournier. Chacun son moment de plaisir. Nous revenons vers vous, Monsieur Fournier. Monsieur Fournier. Merci, Monsieur le ministre. J'attendais une réponse. J'ai une envolée lyrique. Si je pense que la réforme de l'ISOC, je peux la partager, je pense qu'elle doit intervenir au niveau des robots, la 4e révolution, elle doit intervenir aussi, mais je pense qu'elle doit intervenir d'une autre manière. En tout cas, au niveau de la fiscalité, il ne m'apparaît pas utile de prolonger le débat compte tenu des difficultés que ça va créer, de la modernisation et aussi de la manière dont le monde demain va se développer. La robotique est partout, elle fait partie de notre quotidien. Il sera extrêmement difficile de pouvoir, permettre un développement
accentuer du développement sans celle-ci, et dès lors on ne peut pas la compromettre. Il faut évidemment revoir la fiscalité, il faut revoir la manière dont on voit les choses, mais en tout cas, sous cet aspect-là, permettez-moi de vous dire que je ne partage pas le point de vue. Voilà, de nouveau une salve d'applaudissements, une majorité alternative se dessine en tout cas autour du débat sur la taxation des robots. Rassurez-vous, les échanges ne sont pas terminés. Monsieur Jolet, l'échange se produit entre Monsieur Fourny et le ministre Lacroix. Non, mais Monsieur Cruc, s'il vous plaît, dans le plus grand des respects, on écoute le ministre Lacroix. Monsieur Jolet, on parlera de Monsieur Boucher tout à l'heure, d'abord c'est Monsieur Lacroix. Ah d'accord. Est-ce qu'on peut sérieusement écouter le ministre Lacroix? Monsieur Fourny, je note votre raidissement idéologique. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Mais néanmoins, je vous invite à ouvrir les yeux sur les défis du XXIe siècle et surtout sur le fait que je ne suis pas opposé aux robots. Les robots, vous l'avez dit, je partage votre point de vue, quand il s'agit de libérer de tâches pénibles les personnes qui sont exploitées, c'est évidemment un avantage. Quand il s'agit de robots qui vont faire en sorte de supprimer des millions d'emplois, et notamment des personnes peu ou pas qualifiées, des robots qui ne permettront plus de financer la sécurité sociale. Il faut donc trouver une alternative. L'alternative sera également fiscale, mais je reconnais sur les bancs du MR une volonté totalitaire de confisquer le débat. C'est une honte. À votre place, j'aurais honte. Et là, on renvoie le débat vers les bancs du MR, mais le débat a lieu avec le CDH, alors que je vois que sur les bancs écolos, ici à gauche de l'image, et sur les bancs du PTB, eh bien, on applaudit, on approuve en tout cas les propos du ministre Lacroix. Bon, je pense que pour la première fois, il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. On va donc écouter une dernière fois Monsieur Fourny. Monsieur le ministre, je vous invite à sortir de votre rigueur idéologique, de réfléchir à demain et de faire en sorte que ce débat puisse alimenter en tout cas une réflexion positive sur un changement d'opinion ou en tout cas un raidissement qui ne peut être que préjudiciable. Je pense que le signal que vous avez donné aujourd'hui, clairement, sur les bancs de cette Assemblée, vous montre à quel point il y a une réflexion à devoir mener sur une nouvelle fiscalité, une autre fiscalité, mais ne nous braquons pas pour des raisons idéologiques sur uniquement l'aspect robot. Il faut penser la chose dans son ensemble, penser au développement économique, penser à demain. On ne peut pas le faire au préjudice de nos entreprises. Voilà, de nouveau des applaudissements, ça clôture cet échange et effectivement le débat sur la fiscalité, eh bien, il reviendra très certainement devant ce Parlement. Nous allons clôturer, me semble-t-il, très très provisoirement. Merci à chacun de la franchise des convictions et du support des uns et des autres. Voilà qui clôture, donc le Président clôture l'échange. On poursuit maintenant avec la question suivante. Il est question du glyphosate, qui est de nouveau à la une de l'actualité. On le sait, puisque demain, le 1er juin, il sera interdit de l'utiliser, notamment pour les particuliers. C'est Christy Montréal qui intervient sur le sujet. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, messieurs les ministres. On se demande si la Commission européenne ne prend pas les citoyens pour des cobayes, puisqu'elle a approuvé le 16 mai dernier la reconduction du glyphosate pour 10 ans, en faisant fi visiblement d'un certain nombre d'études cachées qui montrent des liens entre le glyphosate et la hausse du nombre de cancers. Une hausse importante du nombre de tumeurs qui serait due à une consommation ou un lien avec du glyphosate qui est utilisé à la fois chez les privés dans nos jardins, mais aussi dans l'ensemble des champs du monde entier. Alors, on l'a souvent exprimé dans les débats ici, et la Wallonie a été avant-gardiste. Mon collègue Patrick Prévost, il y a quelques mois, évoquait la question de l'indépendance de l'EFSA, mais celle aussi de l'ECHA, qui, visiblement, ne prenait pas en considération un certain nombre d'études
qui montrait ces liens. Et c'est en tout cas ce qu'un toxicologue éminemment connu au niveau mondial, M. Portier, a écrit au président de la Commission européenne en lui demandant de revoir sa position. Et des collègues eurodéputés comme Marc Tarabella demandent d'ailleurs qu'on remette sur le métier la discussion parce qu'on ne joue pas avec la santé publique, on ne joue pas avec la santé des Européens. Le principe de précaution doit s'appliquer et nous devons faire en sorte qu'en Wallonie, comme en Belgique, là où nous devrons prendre une position par rapport à la transposition, à la décision de l'Union européenne qui devra être transposée en Belgique. Et donc, Monsieur le Ministre, je voulais savoir à la fois quel était votre état d'esprit. Est-ce que vous avez eu connaissance de ce courrier de Monsieur Portier qui dénonce des études secrètes qui n'auraient pas été communiquées, de voir comment la Belgique et comment la Wallonie va faire entendre sa voix au nom de la Belgique. Nous l'avons déjà fait entendre, nous avons déposé ici une proposition où nous disions non à la reconduction du glyphosate et où M. Borsu faisait la sourde oreille et disait « je n'ai rien entendu, si Wallonie et Bruxelles disent non, je m'assieds sur sa décision et je dis oui ». Et donc je voulais savoir, Monsieur le Ministre, comment la Belgique va faire entendre sa voix et puis réjouissons-nous, à partir de demain, nous ne devrions plus avoir de glyphosate à utilisation pour les privés. Cela dit, si ce produit est dangereux, il est dangereux pour les privés dans leur jardin, mais il est dangereux aussi parce que nous consommons des produits qui sont à base de glyphosate dans le cadre de l'agriculture et de son épandage dans l'ensemble du monde et de notre région. Merci. Voilà, question importante au moment où l'autorisation du glyphosate expire fin juin en Europe et le ministre de l'Environnement va avoir l'occasion de faire le point sur ce dossier et de clarifier un peu les choses. Madame la députée, effectivement, Monsieur Portier, éminent toxicologue, a mis en évidence que non pas certaines études avaient été écartées, mais qu'au sein de certaines études, des cas préoccupants de cancer, donc une démonstration de l'impact du glyphosate dans le déclenchement de certains cancers, n'avaient pas été pris en compte au niveau des agences que vous avez nommées. Ces agences ont donc transmis un rapport qui serait incomplet à la Commission et sur base de ce rapport incomplet, la Commission n'a rien décidé pour le moment, mais fait une proposition qui doit seulement être débattue entre les États membres, avec les États membres au sein du Conseil, mais aussi au sein du Parlement européen. Elle fait une proposition de prorogation pour 10 ans de la substance active. Et la demande de M. Portier, nous la soutenons. Si la Commission a fait cette proposition sur base de documents qui sont incomplets, qu'il y a effectivement un danger qui serait plus important que ce qui a été apprécié jusqu'ici, et évidemment que la Commission doit en tenir compte. Ça nous amène évidemment des arguments supplémentaires. Vous connaissez la position de la Wallonie qui n'a pas été relayée jusqu'ici au niveau fédéral. Donc le fédéral n'a pas relayé la position wallonne lors des débats européens. Ces débats vont de nouveau débuter ici en juin, ils vont se prolonger en septembre pour une décision finale avant la fin de l'année. Je pense, d'après les déclarations récentes du ministre Borsu, qu'il va s'inscrire cette fois-ci dans une prudence beaucoup plus importante en ce qui concerne le glyphosate. Donc nous souhaitons effectivement que cette substance puisse être interdite au niveau européen vu l'ensemble des études qui sont disponibles. Dans l'attente, permettez-nous quand même de nous réjouir de ce qui se passera demain, puisqu'effectivement, dès demain, le 1er juin, les produits ne sont plus utilisables pour les non-professionnels en Wallonie. Et la réaction des secteurs, j'étais hier dans une jardinerie namuroise qui décide de les retirer complètement de la vente. Donc d'après les informations que nous avons, de nombreuses enseignes ne proposeront plus le Roundup et le glyphosate à la vente. Et donc notre décision ici d'en interdire l'usage aura eu des conséquences beaucoup plus importantes que nous l'espérions et ça devancera peut-être une législation fédérale que j'espère voir venir sous peu. Voilà, dans ce dossier, donc la Wallonie a une longueur d'avance. Réplique de la députée. Merci, Monsieur le Ministre. Alors c'est vrai que dans ce dossier, on a quand même l'impression qu'il y a certains membres de la Commission européenne qui clairement sont soumis, sont à la botte de lobbies, de multinationales comme Monsanto, que toutes les questions que la société civile relève depuis des années, à savoir la question de l'indépendance, quand on décide d'autoriser une molécule au niveau de l'Union européenne, le problème fondamental qui fait en sorte que c'est l'entreprise elle-même qui doit trouver un laboratoire pour montrer que le produit n'est pas nocif.
Et donc, évidemment, il est jugé parti. Il le finance, et s'il y a plusieurs études qui montrent que c'est nocif, mais une qui montre que ça ne l'est pas, eh bien, il suffirait de sortir uniquement cette étude. Donc, c'est un problème sur lequel il faut qu'on puisse essayer de s'attaquer par la voie de nos délégations au sein, soit de la conférence interministérielle, soit dans le cadre de conseils dans lesquels la région wallonne a une délégation au niveau fédéral, même si, et je voudrais le souligner, le problème relève plutôt de l'autorité fédérale puisque nous avons fait preuve en région wallonne et en région bruxelloise du principe de précaution, d'avant-gardisme, de se soucier de la santé de nos citoyens. Je pense que c'est un pas que nous avons franchi et qui nous honore. Je pense que la réflexion doit s'élargir puisque si ce produit est dangereux, il est dangereux pour tout le monde, même s'il est épandu dans nos champs. Et je pense enfin que nous devrions soutenir la demande de nos eurodéputés également de ne pas clore le dossier. Je vous remercie. Voilà, donc sur ce sujet, un rappel donc de cette interdiction d'utilisation à partir de demain, donc pour les particuliers, les communes devraient suivre l'agriculture. C'est un autre débat. On écoute à présent le député Vincent Sampaoli. Il va être question de l'allongement des horaires d'ouverture des écluses. Monsieur le ministre, l'écho de samedi se faisait l'écho de votre volonté de créer des autoroutes fluviales en Wallonie en autorisant les navires marchands à circuler le dimanche ainsi que plus tard en semaine. Alors, je peux saluer votre initiative. Elle présente plusieurs avantages en termes d'abord d'environnement, puisque ce seront des camions en moins sur les routes, et elle permettrait d'améliorer la compétitivité de nos entreprises. Par contre, j'ai deux inquiétudes. L'une au niveau social, puisque l'étude de Stratec démontre qu'il y aurait une diminution des emplois d'éclusiers, puisqu'on passerait de 479 à 429. Et d'autre part, il semblerait, d'après l'Écho toujours, que les écluses de Flandre et de Bruxelles seraient fermées le dimanche sur l'axe Charleroi-Bruxelles. Alors, pouvez-vous me donner des informations à ce sujet, me confirmer que, d'une part, il y aura en termes une réforme à emploi constant au niveau du métier d'éclusier, et ce jusqu'à l'horizon 2019, et ensuite que des négociations sont entreprises avec les régions limitrophes. Je vous remercie. Voilà, une question importante sur la circulation fluviale en Wallonie et l'élargissement des horaires pour les écluses. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, effectivement, je n'ai pas caché mon intention depuis de nombreux mois déjà de pouvoir favoriser les autoroutes fluviales que sont nos voies navigables, 450 km en Wallonie, qui chaque année transportent l'équivalent de 40 millions de tonnes de marchandises. C'est l'équivalent de 2 millions de poids lourds qui ne se retrouvent pas sur nos routes et autoroutes, qui ne les encombrent pas, qui ne les dégradent pas, qui ne polluent pas et qui évitent aussi alors de générer des bouchons ou des accidents. Cette étude, dont j'ai promis d'ailleurs que j'allais la transmettre à qui le souhaitait au Parlement, en toute transparence, est de nature à pouvoir améliorer, comme vous l'avez rappelé, la compétitivité de notre territoire, puisqu'il est situé quand même à un endroit stratégique au centre de 3 corridors européens reconnus comme tels. Et j'ai d'ailleurs reçu à mon cabinet il y a peu de temps les hauts représentants de la Commission européenne chargés de ces corridors européens pour leur rappeler l'intérêt pour la Wallonie de s'inscrire dans ce mouvement. Élargir les horaires des écluses, faire en sorte que nous puissions utiliser ces voies navigables dimanche, ce sont effectivement des pistes à devoir creuser et à devoir négocier avec les représentants des travailleurs. Les premiers contacts ont déjà été pris. Il est évident que la volonté est de pouvoir le faire en cohérence avec ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Vous avez évoqué le canal Charleroi-Bruxelles. Les écluses en Flandre sur cet axe-là ne sont pas ouvertes. Ça n'a donc pas d'intérêt de forcer à l'ouverture dominicale sur le territoire wallon.
À l'inverse, sur le Haut-Escaut, il y a des ouvertures qui sont faites le dimanche en Flandre et donc il conviendrait que nous nous harmonisions dans la partie wallonne. Autant d'éléments de réflexion qui sont bien sûr pris en considération. S'agissant du personnel, la volonté n'est pas de devoir demain en engager plus, c'est de pouvoir à effectif constant assumer un meilleur service en revoyant les plages horaires. Vous savez qu'il y a aussi un défi qui est celui de l'automatisation, pour peu qu'on n'en arrive pas finalement à la situation aberrante où la Wallonie irait taxer la propre automatisation de ses écluses, et de veiller bien entendu à ce que nous puissions, avec le centre Perex 4.0, être dans une démarche où nous allons superviser la totalité des axes de mobilité et de fluidité au meilleur service du développement économique de notre région. Je vous remercie. Merci, M. Sampoli, pour une réaction. Mais je remercie Monsieur le ministre pour ses réponses et c'est vrai que ce qu'il a exprimé est un peu plus nuancé que ce qui est paru dans la presse puisqu'on faisait état d'une non-ouverture le dimanche de l'ensemble pratiquement des écluses, je dirais, des régions limitrophes. Maintenant, je rappellerai simplement, Monsieur le ministre, qu'il ne me semblait pas nécessaire de parler d'automatisation des écluses wallonnes en parlant de fiscalité, ou à l'inverse d'ailleurs, de parler de fiscalité sur nos écluses wallonnes. S'il n'y a plus d'autres réactions, donc pour cet échange et une concertation en cours aussi avec les éclusiers, qui sont plus de 300 en Wallonie, pour assurer ce travail important de la bonne circulation fluviale. On retrouve maintenant le chef de groupe MR avec une question sur la prime chaleur au sein des Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. C'est vrai qu'il a fait chaud, voire très chaud ces dernières heures, ces derniers jours, et c'est vrai que on a beaucoup parlé hier en commission de pénibilité du travail et ça renforce évidemment des conditions parfois difficiles d'exercer son boulot. Mais beaucoup de rumeurs au sein des chauffeurs des bus wallons que certains chauffeurs, je ne sais pas tous, vous savez, c'est pour ça que je vous pose aussi les questions, bénéficieraient de primes chaleur à partir de 24 degrés température extérieure. Et donc, Monsieur le Ministre, mes questions, elles sont très simples. Est-ce que vous confirmez que les chauffeurs des transports en commun en Wallonie bénéficient de telles primes? Quels sont les critères et quelles sont les conditions? Est-ce que tous les bus sont équipés, je vais dire, de dispositifs pour refroidir les autobus? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont prévus aussi pour les navetteurs? Parce que c'est vrai qu'il fait peut-être chaud travailler, mais il fait peut-être chaud aussi voyager dans les transports. Qu'en est-il? Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'il y a des règles qui valent pour l'ensemble des chauffeurs des bus en Wallonie ou certains sièges? On sait qu'on a toujours 5 techs en Wallonie. Est-ce qu'il y a des différences de traitement par rapport aux chauffeurs wallons? Bref, voilà. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur le sujet, sur ces rumeurs de primes chaleur à partir de 24 degrés température extérieure? Je vous remercie. Voilà, question donc sur cette prime octroyée donc aux chauffeurs du TEC en cas de journée très chaude, de journée caniculaire. On va entendre le ministre en charge des Transports, Carlo Di Antonio. Merci Monsieur le Président. Alors, Monsieur le député, nous avons investigué ce matin pour rechercher une éventuelle prime de ce genre. Effectivement, nous allons trouver au TEC Charleroi. Et donc, c'est une manière de rencontrer l'obligation légale de l'employeur vis-à-vis de ses employés de fournir de l'eau sur le lieu de travail. Alors on s'est renseigné sur le montant, il est payé une fois par an et le montant annuel est de 8 €. Il vient d'être payé pour l'année 2017. Monsieur Géolet. Je remercie le ministre pour ces éléments de réponse. Et moi, je posais des questions, monsieur le ministre. Ah non, mais il n'y a pas de lièvre partout, hein, monsieur Prévost.
Il n'y a pas de lièvres partout. Mais simplement, j'attire l'attention sur le ministre par rapport à la discrimination. Discrimination qu'il pourrait avoir entre les chauffeurs de Charleroi et les autres chauffeurs. Alors, vous me parlez de 8 € annuels, peu importe, c'est une question complémentaire, peu importe le nombre de jours qui dépassent 24 degrés, parce que c'est un peu incohérent, comme qu'il y ait de l'eau pour les chauffeurs, je comprends tout à fait, mais j'aimerais quand même avoir des précisions sur les modalités. Vous parlez de 8 € annuels. Ça veut dire que s'il y a 3 jours sur l'année où il y a plus de 24 degrés à l'extérieur, ou s'il y a, on ne sait jamais, réchauffement climatique, 35 jours plus de 24 degrés, c'est la même prime. C'est une prime fixe de 8 € et uniquement pour Charleroi. Et est-ce que vous comptez agir? Est-ce que vous comptez élargir cette prime à l'ensemble des chauffeurs wallons? Qu'en est-il, Monsieur le Ministre? Donc, effectivement, c'est une prime annuelle forfaitaire qui, à l'époque, devait être de l'ordre de 300 francs belges, puisque ça date d'il y a plus de 20 ans. Et il y a eu un calcul, j'imagine qu'il y a eu une grande réunion à l'époque pour décider du nombre de jours moyens de canicule par an, de manière à forfaitariser et ne pas devoir calculer chaque année un certain nombre de jours. Je ne l'ai trouvé qu'au TEC Charleroi, mais voilà, je n'ai pas d'autres informations pour le moment. Nous aurons bientôt une seule société pour l'ensemble de la Wallonie, et donc j'imagine que ce genre de choses sera soit généralisé, soit abandonné. On ira vers une uniformisation des procédures. Voilà, et dans une petite recherche sur le site de la FGTB, on voit qu'une prime est octroyée au personnel roulant des mais voir aussi s'il y a d'autres primes. Est-ce que quand il fait très très froid, il y a voilà, à un moment donné, quand je suis quand même un peu surpris parce que c'est vrai que vous parlez de 300 francs belges, 8 €, mais qu'il n'y ait pas non plus une harmonisation, une cohérence par rapport à l'ensemble des TEC. Voilà, moi vous savez que je plaide pour une harmonisation et un regroupement des 5 TEC en Wallonie, mais ça permettrait aussi d'harmoniser ce type de prime. Voilà, donc je vous disais donc sur le site de la FGTB, donc on fait état de ces primes de chaleur pour des journées ayant connu un déplacement de 27 degrés. Voilà, on poursuit avec la dernière question posée par Déborah Gérardon du groupe socialiste. Merci à vous, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues. Le 26 mai a été déclaré journée mondiale du dépistage du cancer de la peau et à cette occasion, des dépistages gratuits ont eu lieu chez les dermatologues participants. Alors, cette initiative est particulièrement appréciable, notamment en vue des chiffres affolants de 2014. En 2014, en Belgique, 370 hommes et 566 femmes ont été diagnostiqués et ont eu un mélanome malin. Et donc parmi ces hommes et ces femmes, il faut savoir que 1/5 des hommes et 1/3 des femmes n'avaient pas encore 45 ans. Alors on le constate et ces chiffres le prouvent, le jeune public est particulièrement concerné par ce problème et il va de soi que les jeunes doivent être mieux informés aujourd'hui et demain des risques qu'ils encourent lorsqu'ils s'exposent aux rayons du soleil ou lorsqu'ils utilisent des bancs solaires. Alors Monsieur le Ministre, 2 questions simples. Souhaitez-vous mettre en place une campagne de prévention spécifiquement dédiée aux jeunes? Est-ce que c'est envisagé ou alors est-ce que ça peut être envisageable? Et deuxième question, ne serait-il pas intéressant, lorsqu'on vit des vagues de chaleur comme c'est le cas pour le moment, de mettre en place des campagnes d'information sur les risques que les jeunes citoyens encourent à long terme? Un grand merci déjà pour vos réponses. Voilà, et donc les rayons de soleil au centre des questions d'actualité aussi, leurs effets néfastes vis-à-vis des rayons ultraviolets. Et c'est le ministre en charge de la Santé, Maxime Prévost, que l'on écoute. Heureux de vous retrouver, Madame la députée. Effectivement, vous avez raison de tirer la sonnette d'alarme par rapport aux chiffres qui ont été évoqués dans les études et dont vous avez rappelé les plus significatifs d'entre eux. Pour rajouter une couche à ces interrogations et interpellations, on peut constater que rien que sur ces 2 dernières années, on a eu une explosion avec plus 49%, donc quasi plus 50% de diagnostics de mélanome qui ont été réalisés en l'espace seulement de 2 ans. Et cela touche davantage les femmes que les hommes. Il est vrai que le lien est souvent fait avec l'exposition aux rayons ultraviolets, avec toutes les questions connexes par rapport au bronzage, et donc aussi au centre de bronzage et aux bancs solaires. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue combien, au-delà de l'aspect esthétique de court terme, c'est surtout un problème de santé
majeur qu'on a trop tendance à négliger. La capacité de pouvoir aussi être atteint d'un mélanome problématique, susceptible de générer effectivement un cancer, lui aussi tout aussi problématique, est en plus lié évidemment au phototype, c'est-à-dire aussi au profil de peau. Au plus vous avez les cheveux clairs, la peau blanche, au plus vite vous exposez à des risques de coups de soleil importants et donc susceptible de développer plus rapidement des mélanomes. D'autant que c'est un type de cancer qui atteint plus que tout autre aussi des personnes jeunes, y compris les enfants. Et donc, on remarque aussi souvent que lorsqu'on a été exposé sans protection régulière aux ultraviolets, et a fortiori si on a une peau blanche avec des coups de soleil importants en étant plus jeune, on développe une propension statistique plus forte à développer des mélanomes à l'âge adulte. Et donc la communauté française, c'était à l'époque, puisqu'elle était en charge de la prévention et de la promotion de la santé, saisie de la compétence il y a 10 ans déjà pour faire une campagne sur le sujet. La Fondation belge pour le cancer sensibilise tout au long de l'année sur cette question. Vous savez que nous sommes en train de travailler au plan wallon de prévention et de promotion de la santé horizon 2030. Ce sera un axe qui fera partie de ces mesures et qui offrira probablement la possibilité à terme que nous puissions à nouveau relancer une campagne sur le sujet. Je vous remercie. Madame Gérardon, pour une réaction. Oui, merci Monsieur le Président. Donc je remercie le ministre pour sa réponse et également de me donner raison et d'appuyer avec moi suite à ces chiffres sur le fait qu'il est particulièrement important d'informer la jeune génération. Vous le dites. Si jamais on est un jeune enfant et qu'on a été exposé aux rayons du soleil avec un coup de soleil important dans notre enfance, on sera bien très certainement plus exposé au risque de mélanome ou de cancer de la peau. Alors j'entends effectivement, vous le dites, le plan wallon pour 2030. J'entends vraiment votre réponse, mais je crois qu'il y a ici, et vous le dites en partie dans votre intervention, une nécessité d'informer la jeune génération. Et vous dites ce sera sûrement le cas. J'aimerais vraiment que vous puissiez vous engager plus fortement parce que ces jeunes qui ne sont pas informés et qui simplement, pas forcément s'exposer pour des raisons esthétiques, hein, ça peut être simplement parce que ils se promènent, il fait beau, ils se promènent, ils ont un coup de soleil, et ben ça a des effets dommageables sur la vie des personnes et sur la vie de nos concitoyens wallons. Et donc je pense que là vraiment, au niveau de la jeune génération, on a ici un axe très particulier, très ciblé. On a l'information, on sait quels sont les risques. C'est notre devoir d'informer ces jeunes des risques qu'ils encourent et c'est votre devoir de prévention de le faire. Donc je vous encourage vraiment à le faire demain et à réfléchir sur ce sujet. Merci. Voilà, le ministre acquiesce. Et donc, en attendant aussi, on peut renvoyer les spectateurs aussi vers le site de la Fondation contre le cancer qui diffuse un certain nombre d'informations très, très utiles sur les effets néfastes du soleil qui, sur le site, dit-on, est à la fois un ami et un ennemi. Voilà en tout cas qui clôture donc cette séance de questions d'actualité. Je vous remercie de votre fidèle attention. On se retrouve dans 15 jours ici depuis le Parlement de Wallonie. Excellent après-midi et attention aux rayons du soleil. Bon après-midi, à très bientôt.